Hop. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de partager tout ça avec vous. Petite consigne de départ, on souhaiterait que tout le monde puisse couper son micro. Bonsoir tout le monde. Voilà. Bonsoir. 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 J'aimerais bien juste couper mon haut-parleur. Vous êtes très très nombreux à participer ce soir. On est super contente avec Caroline de partager tout ça. On est ravis de vous retrouver. Voilà, donc on va attendre que tout le monde arrive tranquillement. Voilà. Voilà. Petite chose, voilà, on va penser à couper son micro et on vous tient à vous informer aussi que la conférence va être enregistrée. Pour ceux ou celles qui ne souhaitent pas apparaître à l'écran, n'hésitez pas à vous mettre en vidéo cachée. Attendre un petit peu. Une question qui apparaît, qui demande si la conférence est enregistrée pour un replay sur le Facebook. Alors, il y aura un replay qui va être mis à disposition pendant 48 heures, mais qui ne sera pas forcément mis en ligne sur le Facebook. Elle sera disponible pour vous qui assistez ce soir via un lien qu'on vous enverra si vous en faites la demande, en fait. Si voilà, il faudra nous envoyer un mail et puis, si vous le souhaitez, on vous fera parvenir ce lien, toujours par mail. Donc, il faut savoir qu'on l'a fait sur Zoom, donc on a un accès de 100 personnes et les 100 personnes sont pratiquement toutes là depuis dès le début, c'est-à-dire 20h15 au niveau de la connexion. Donc voilà, ça a été un super engouement pour notre première conférence toutes les deux, donc voilà. Donc merci tout le monde. Voilà, il est 20h30 passé. Je pense qu'on va pouvoir commencer à partager tout ça avec vous. Je regarde. Il y en a à mettre. Voilà. C'est parti. Je l'entends plus. Hop. C'est une conférence en ligne, la pédagogie positive. Et si apprendre devenait un plaisir. Voilà. Alors, il y a encore quelques micros actifs, donc ça serait vraiment sympa de couper vos micros pour qu'on puisse participer. On entend encore quelqu'un parler. Voilà, le calme est… Problème, dépendance par rapport au contact de son agent. Alors, on entend encore effectivement quelqu'un. Oui, s'il vous plaît, merci de couper le micro. Merci. Alors effectivement, c'est plus facile de couper les micros pour le moment pour qu'on puisse vraiment vous partager tout ce qu'on a à vous partager. Il y a le chat qui est disponible et que vous pouvez utiliser pour poser des questions éventuellement pendant la conférence. Mais ce qu'on vous propose, c'est de vous retrouver à la fin, évidemment, pour une petite session de questions-réponses pour qu'on puisse voir ensemble les choses sur lesquelles vous souhaiteriez qu'on revienne ou les questions que vous avez, si ça vous va. Voilà. Donc, c'est parti. Je te laisse la parole, Caroline. Très bien. Alors, effectivement, ce soir, on va vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur à toutes les deux, qui est la pédagogie positive. Et dont l'objectif est effectivement de redonner le plaisir d'apprendre, de faire d'apprendre un vrai plaisir. Alors pour ça, je vais vous présenter mon ami Emmanuelle Pelletier. Donc Emmanuelle a toujours eu à cœur d'accompagner les enfants et elle a commencé sa carrière dans l'éducation nationale en tant que professeure des écoles où elle est restée pendant près de 15 ans. Et puis parallèlement, elle est devenue maman de 2 petites puces. Et puis, sa volonté d'accompagner les enfants a un peu mué. Elle a souhaité le faire différemment. Et elle s'est tout d'abord formée à la pédagogie Montessori, jusqu'à devenir éducatrice Montessori.
Et aujourd'hui, alors dans son cabinet de la région de Rennes, en Bretagne, Emmanuelle reçoit les enfants depuis quelques mois jusqu'à l'âge de 6-7 ans pour des ateliers pendant lesquels elle leur fait manipuler le matériel concret que vous connaissez peut-être, Montessori. Elle reçoit aussi les parents-enfants pour des ateliers, là encore, de découverte. Elle propose aussi des formations à destination des professionnels de la petite enfance, à destination des parents ou à destination également des enseignants que le sujet intéresse. Et puis des conférences, là aussi sur Montessori ou alors encore sur la parentalité positive, qui est un sujet un peu annexe. Et puis toujours dans sa démarche d'acquérir d'autres méthodes, Emmanuelle s'est ensuite formée à la pédagogie positive et elle est devenue psychopédagogue. Une méthode un peu particulière aussi qui lui permet d'accompagner là aussi les enfants et les parents. Et puis très récemment, elle a également entrepris une formation pour devenir praticienne en réflexe archaïque. On vous en reparlera un peu plus tard et elle vous expliquera en quoi ça consiste parce que là aussi c'est vraiment passionnant. Donc voilà, donc aujourd'hui Emmanuelle elle est en Bretagne, elle reçoit les enfants, les parents, les ados et elle peut vous accompagner sur tout ce panel de choses là. Et elle le fait aussi en visio pour les gens qui sont plus loin et qui ne peuvent pas venir en personne la rencontrer. Et moi, je suis super contente de pouvoir partager ce moment-là avec elle parce que c'est une première fois pour nous deux et c'est plutôt chouette. C'est ça. Moi, je suis également ravie de participer avec toi à cette première petite conférence qu'on mène depuis quelques temps ensemble. Mais par contre, j'ai une aparté. J'ai quelques personnes qui me disent qu'ils ont des problèmes de son. Est-ce que c'est le cas de tout le monde ou c'est simplement le cas de 2-3 personnes? Alors, on me dit qu'il faut accepter dans les paramètres de notre… Moi non plus, je ne pensais que c'était de mon problème. Non, c'est bon, ok, moi c'est bon, ok, nickel. Tout va bien de mon côté. Ok, on nous entend très bien. Bon, bah, écoutez, peut-être que c'est un problème lié à votre réseau. Écoutez, voilà. Là, de mon côté, pour le coup, je ne peux pas y remédier. Ok, donc voilà, donc Caroline vient de me présenter, donc à mon tour de le faire. Donc, Caroline est maman de 2 petits-enfants, dont un enfant a été diagnostiqué HP atypique. Et donc, elle s'est vite retrouvée avec plein de questions pour savoir comment accompagner son petit loulou, quelle méthode mettre en place, comment répondre à ses besoins du moment, et puis même pour elle, comment elle, en tant que maman, quel outil elle pouvait mettre en place pour l'accompagner, et puis comment répondre à toutes ces questions, en fait, parce que ça fuse très, très vite dans leur petite tête à ce moment-là, et il faut être vraiment disponible à 1000% pour pouvoir y répondre. Donc, à la base, Caroline était tout ce qui est dans conseillère et dans tout ce qui était assistante de direction dans une grande entité industrielle au niveau international et dans tout ce qui était dans le milieu de la communication. Et avant de faire ça, elle était professeure d'anglais. Donc, elle accompagnait tout ce qui était le monde des adultes dans la reconversion, mais aussi dans la formation pour l'anglais. Et un beau jour, elle s'est dit, bah, écoute, moi aussi, je vais faire un système de reconversion pour pouvoir justement répondre pleinement aux besoins de mes enfants, mais pas que, à tous ces petits loulous qu'elle était amenée à rencontrer à travers le cadre familial ou avec les amis. Et si bien qu'elle s'est formée à la pédagogie positive, on a suivi la même formation, on vous en parlera tout à l'heure, et elle s'est formée aussi à la Brain Gym, et tout ce qui est aussi un accompagnement via un programme de guidance parentale. Et avec tous ces outils, et elle continue à se former parce qu'elle va également suivre le cursus pour les réflexes archaïques, parce que je l'ai tellement bassinée avec, elle en a vraiment, vraiment envie. Elle se destine en fait à accompagner un large public comme moi, donc ça va des enfants aux adolescents, pour vraiment répondre à leurs besoins, pour qu'ils puissent pleinement s'épanouir et puis voir quelle est vraiment leur ligne directrice. Et aussi, en tant que parents, pouvoir donner des outils à leur milieu et leur cadre familial. Et tout ce qui est aussi en tant qu'adulte professionnel. Dès qu'on a l'envie de se réorienter vers un autre projet de vie ou un autre projet professionnel, voilà, elle est là de par son parcours professionnel pour guider et donner des conseils plus qu'avisés à tout ce petit monde. Et elle, de son côté, elle est basée dans l'Aisne, à côté de Laon, où elle est actuellement en train de créer également son cabinet. Donc voilà, on a balayé nos projets et nos parcours professionnels toutes les deux. Et maintenant, on va s'atteler à vous présenter notre petite conférence. Si la technique fonctionne, c'est mieux. Alors là, vous avez effectivement le programme de ce qu'on va balayer ensemble ce soir.
Donc, on va faire un petit point sur les 3 piliers de la pédagogie positive qui sont la tête, le cœur et le corps. Donc, on reviendra plus en détail sur tous ces points-là. Voilà. Donc, c'est la tête, comment moi, en tant que tel, j'apprends, comment je fonctionne et quels sont mes moyens d'apprentissage et ma ligne directrice. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on apprend et qu'on rentre dans les apprentissages, on a toutes et tous notre propre méthode d'apprentissage pour apprendre les notions. Et nous, on va essayer de vous expliquer comment tout à chacun on fonctionne justement pour rentrer dans ces apprentissages-là. Voilà, ensuite il y a la partie du cœur. Effectivement, le cœur avec les émotions, avec tout ce que ça peut générer par rapport à l'apprentissage. Quels sont les blocages qui peuvent émaner de ça, comment on peut éviter d'être bloqué par une émotion désagréable et du coup pouvoir rentrer dans un apprentissage plus facilement. Voilà, on va voir ça ensemble, comment faciliter un peu cet accueil des émotions qui peut parfois être un petit peu compliqué pour les petits comme pour les grands d'ailleurs. Voilà. Et le troisième pilier, c'est le corps. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? En fait, le corps, c'est comment je vais prendre soin de moi. Quels sont les domaines auxquels il faut vraiment faire attention justement pour faire permettre à cet équilibre personnel et quel est son véritable rôle? Parce qu'on a tendance, nous, à être ici au niveau de la tête et à occulter complètement les émotions et le corps. Or, celui-ci, vous allez voir, il a un rôle plus que fondamental dans la construction de l'enfant, de l'adulte, mais aussi de l'enfant, bien évidemment. Et puis le dernier point qu'on verra ensemble, c'est celui du rôle de l'adulte dans tout ça, et plus particulièrement du rôle du parent. Comment est-ce qu'on peut accompagner son enfant pour le mettre en confiance, pour lui donner vraiment les conditions optimales pour qu'il puisse être à l'aise avec les apprentissages et se sentir bien dans sa tête, bien dans sa vie de manière beaucoup plus générale. Donc voilà pour le programme. Hop. Je te laisse introduire, Emmanuel. Ok, alors on va vous expliquer un peu ce que c'était que l'origine de la pédagogie positive. Il faut savoir que c'est 2 personnes, voilà, vous les voyez, donc Isabelle Payot et Audrey Hakoun, qui sont à l'origine de cette pédagogie positive. En amont, elles sont comme nous, mamans d'enfants qui sont pour le coup pratiquement tous atypiques et elles se sont posé la question, mais comment est-ce qu'on va faire pour les accompagner? Comment on va faire pour répondre à leurs besoins et pouvoir nous répondre à toute cette énergie-là et à ces demandes? Et à côté de ça, professionnellement parlant, elles sont issues aussi tout un cursus justement sur la psychologie de l'enfant et de l'adulte et elles ont travaillé énormément dans le milieu de l'entreprise. Et en mettant tout cela ensemble, elles ont créé ensemble cette approche, cette pédagogie et cette démarche et qu'elles ont appelée la pédagogie positive. Et elles ont créé également la Fabrique à Bonheur qui est située sur Paris. Et à travers cette fabrique, nous nous sommes formés bien évidemment pour devenir psychopédagogues, mais pas que. Ils donnent aussi des formations pour les parents par rapport aux devoirs, par rapport à la gestion des émotions. Et elles accueillent aussi tout ce qui est le monde entrepreneurial, pour tout ce qui est pareil, la gestion des conflits, la gestion des émotions et comment instaurer ça au sein même des entreprises. Je te laisse parler des valeurs. Exactement. Alors, la pédagogie positive, effectivement, c'est un espèce de savant mélange de plusieurs éléments. Le premier élément clé, c'est qu'on s'appuie effectivement sur les forces et sur les réussites. Quand on accompagne un enfant, souvent c'est parce qu'il a des difficultés scolaires et que c'est un peu compliqué. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier ses forces, les domaines dans lesquels il est bon, dans lesquels il réussit, et on va en fait étudier ces techniques de réussite et voir comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne bien pour pouvoir utiliser ces mêmes choses-là dans les domaines où ça fonctionne moins bien. Donc, l'idée, c'est vraiment de valoriser ses forces et ses réussites. Voilà. Ensuite, ces forces-là, il faut vraiment définir un cadre, donc un environnement favorable et avoir vraiment un regard bienveillant. Donc, ces trois notions, en fait, elles ne font qu'un tout.
Parce qu'on peut avoir défini un environnement favorable et être bienveillant. Si on ne s'appuie pas sur ces réussites, ça va mettre beaucoup plus de temps et l'enfant ne se sentira pas valorisé. Pareil, si on a de la bienveillance et on voit ces réussites, mais que l'environnement n'est pas favorable par rapport à un entourage familial ou à un entourage scolaire, on ne sait pas ce qu'ils vivent exactement dans les écoles et je suis bien placée pour le savoir parce que j'ai vu des petits loulous voilà, qu'il fallait vraiment accompagner plus que d'autres par rapport à leurs émotions, par rapport à tout ça. Si on ne fait pas attention à ces trois choses-là, on peut passer à côté de beaucoup de choses pour les accompagner derrière. Donc, il faut vraiment avoir en tête voilà, comment valoriser mon enfant, dans quel cadre et comment moi, en tant qu'adulte, je peux justement mettre tout ça en avant pour faciliter en fait, cette remédiation et cet accompagnement derrière. Exactement. Alors, je vous propose déjà qu'on commence par la tête et qu'on voit un petit peu ensemble comment ça marche. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Comment j'apprends? C'est ça le sujet de cette partie-là. Et la première chose, je pense, effectivement, c'est de dire, mais qu'est-ce que c'est en fait apprendre, tout simplement? Alors, nous, on a une définition qui est assez simple, qui est apprendre, en fait, c'est acquérir de nouvelles notions et leur donner du sens, parce que c'est indispensable. Un enfant, pour pouvoir acquérir durablement quelque chose de nouveau, une nouvelle connaissance, il a besoin de lui donner du sens. Il faut qu'il puisse effectivement faire des rapprochements, des liens entre les connaissances, entre les domaines, pour pouvoir intégrer durablement cette connaissance et le faire avec plaisir et savoir l'utiliser. Voilà. On a trop tendance en fait à faire le système de l'entonnoir et du gavage doigt, tu vas faire des maths, tu vas faire de la physique, maintenant on fait un exercice de biologie. Mais si on ne leur donne pas de sens du tout à tout ça, en fait, ça rentre, mais ça va vite ressortir. Par contre, si on leur dit, par exemple, par rapport aux devoirs ou à des notions, écoute, les mathématiques, dans la vraie vie, ça va te permettre de calculer, de payer tes courses, de savoir combien il va te rester d'argent. Ou au niveau des sciences, toi qui adores les animaux, écoute, là, tu vois, tu es en train de travailler sur la reproduction ou l'alimentation, tu vois, tu vas pouvoir comprendre l'émission que tu as vue derrière. C'est vraiment leur donner qu'est-ce que c'est derrière? Quel est l'enjeu en fait? Ce n'est pas simplement s'arrêter à un exercice de maths ou un exercice de physique ou autre, mais concrètement, qu'est-ce que ça va t'apporter pour après ou dans le futur ou quand tu seras plus grand? Et en fait, voilà, on va être amené à l'amener à prendre conscience qu'il va être amené à réfléchir, à se poser des questions, à s'interroger, à s'informer. Et ces notions-là sont des verbes moteurs, des verbes actifs, on dit. Et ça va leur permettre en fait de créer des liens, comme disait Caroline, entre toutes les petites notions. Et ça donnera beaucoup plus de sens et ils iront plus facilement ouvrir leur petit tiroir de connaissances pour justement mettre ça en corrélation. Si on méprend les domaines un par un sans créer ces liens qui sont vraiment forts, l'enfant ne donnera pas de sens à ce qu'on lui apprendra. Il oubliera très très vite ce dont il vient d'apprendre ou ce dont il vient de lire en fait. Exactement. Ah, j'ai été trop vite. Alors, effectivement, on va vous faire un petit exercice un peu rigolo pour vous montrer qu'effectivement, on a tous une manière différente d'apprendre. On a tous une manière différente de faire vivre les choses dans notre tête, en fait. Donc là, je vais vous dire un mot et je vais vous demander, en fait, de fermer les yeux et d'étudier ce qui se passe dans votre tête par rapport à l'évocation de ce mot. Qu'est-ce que ça vous fait dans votre tête? Qu'est-ce qui s'y passe? Et si vous voulez bien, ce serait chouette que vous puissiez marquer dans le chat ce que vous avez observé en vous-même, dans votre tête en fait. Qu'est-ce que vous avez ressenti et observé? Donc, si vous êtes prêts, je vais vous dire le mot qui est chocolat. Alors, qu'est-ce que ça a provoqué chez vous, ce mot chocolat? Gâteau, je vois une tablette de chocolat, je sens son goût. Pâques, ok, gourmandise. Très bien. D'accord. Gourmand. Plaisir, chaleur du chocolat. Tarte, cacao, marron, douceur en bouche, noir. Association d'idées. Le Nutella, tablette, obésité, amande. On mange avec modération. Alors, c'est intéressant tout ça. Super. Grossir. Le goût du lait au chocolat. Fondu, ok. Du bonheur. Des gaufres. Super. Merci pour vos retours.
La joie. Voilà, c'est super. Et effectivement, ce que ça montre, tous vos retours, c'est qu'il se passe des choses qui sont très différentes d'une personne à l'autre. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui font des associations d'idées et qui voient des images dans leur tête de pâtisseries, de gaufres, de gâteaux, de tartes. D'autres, d'après ce que j'ai vu, mentionnent le fait de sentir dans leur bouche le goût du chocolat. On peut même, moi ça m'est arrivé, on peut même sentir la salivation qui se fait dans la bouche rien qu'à l'idée du mot. Et toutes ces choses-là, finalement, qui se passent dans notre tête, c'est bien d'en avoir conscience. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs en psychopédagogie avec les enfants, c'est qu'on part à la découverte de ce qui se passe dans leur tête parce que après, on peut le réutiliser en fonction de comment ils fonctionnent pour s'approprier une manière d'apprendre qui leur corresponde en fait. Complètement. Parce qu'on a tous un différent profil, Emmanuel. Et voilà. Par rapport à tout ce que vous venez de nous énumérer, il y a des personnes qui ont été plus visuelles. Il y en a qui ont vu le chocolat, il y en a qui ont vu une tablette, il y en a qui ont vu une tasse de chocolat. Donc voilà, vous êtes plus orienté pour les apprentissages visuels. Vous avez besoin de voir les choses pour les intégrer. D'autres ont été plus auditifs ou verbales. Il y en a qui ont entendu, j'ai vu le papier se déchirer. Il y en a qui ont pris le bruit de la tablette qu'on casse. Ou il y en a qui ont aussi besoin de s'entendre dire le mot, en fait, chocolat, ou par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre en lien avec le chocolat, Caroline? Nutella. Voilà, complètement. Il y a eu le mot Nutella. Ouais. Il y a la notion de plaisir, voilà, ça vous renvoie à des sensations et à des émotions fortes. Et après, il y a tout l'aspect kinesthésique, c'est-à-dire par rapport à vos sens. Qu'est-ce que ça vous a procuré quand on vous a dit le mot chocolat? Et en fait, il y en a qui ont senti l'odeur du chocolat, il y en a qui l'ont goûté ou qui l'ont, comme disait Caroline, senti. Il y avait un petit peu de salive qui remontait ou qui avait le toucher. Enfin voilà. Tout ça, ça vous permet non pas de mettre en évidence que vous êtes plus visuel ou auditif avec un seul profil vraiment bien distinct, mais qu'il y a une prédominance d'un des trois chez vous et que vous êtes plus orienté vers celui-ci. Est-ce que tu veux dire autre chose, Caroline ? Non, je pense que c'est bien résumé. Effectivement, ce que disait Emmanuel est important, c'est qu'on n'est pas un seul de ces critères-là. On est un peu de tous en même temps, mais on a souvent une prédominance, effectivement. Et c'est sur celle-ci qu'il faut jouer parce que c'est celle qui va nous permettre de rentrer plus facilement dans un sujet quand on va aller vers le profil qui est plus le nôtre, effectivement. Voilà. Hop. Alors ensuite, dans la tête, il y a un sujet qui revient souvent au niveau de l'accompagnement des enfants. Je pense qu'il vous est loin d'être inconnu. C'est celui de l'attention et de la concentration. Donc là, on a fait le distinguo. Je te laisse expliquer pourquoi, Emmanuel. Alors, l'attention, on va être vraiment sur une ouverture d'esprit et être attentif à tout notre environnement. Et pour ça, on va utiliser nos 5 sens. C'est pour ça que vous voyez le nez, un petit œil et une oreille. On va vraiment capter toutes les informations qui viennent de notre environnement, en fait, pour pouvoir les intégrer et aussi les décrypter et pour nous permettre justement de mieux rentrer dans les apprentissages. Au niveau de la concentration, en fait, là, on va être plus dans une bulle. C'est pour ça que la petite fille est entourée d'une bulle. On va pas se renfermer, mais se recentrer sur soi, en fait, pour être totalement en concentration et totalement coupé un peu du monde extérieur pour pas qu'il vienne nous parasiter, en fait. Exactement. Hop. Et voilà pour la tête. Effectivement, on a fait le tour des choses qui sont liées à ce qui se passe dans notre tête. Effectivement. Donc, je vous propose de passer au cœur maintenant, parce que la tête, c'est une chose, et effectivement, c'est super important, bien évidemment. Mais les émotions, là-dedans, elles ont aussi un rôle qu'on a tendance à sous-estimer un peu, et qui est pourtant prépondérant dans l'apprentissage, effectivement. Alors, d'où viennent nos émotions ? Je te laisse commencer, Caro. Alors, effectivement, les émotions, d'où elles viennent, pourquoi on les a, pourquoi d'un coup on est en colère, pourquoi d'un coup on est joyeux. Alors, il y a une première source de choses qui nous créent des émotions et c'est l'extérieur, en fait. C'est l'environnement dans lequel on est. Les choses que l'on va entendre, les choses que l'on va voir, les choses que l'on va percevoir avec notre peau, la chaleur, l'humidité, les choses que l'on va goûter ou sentir. Toutes ces choses-là vont effectivement nous générer des émotions
qu'elle soit plaisante ou désagréable, effectivement. Et par rapport à ce cadre extérieur, il va y avoir notre propre ressenti. Comment on se sent, nous, à l'intérieur de soi? Est-ce qu'on est triste? Est-ce qu'on est au contraire joyeux? Donc, on peut avoir complètement un cadre favorable, mais intérieurement parlant, on va ressentir une gêne. Et voilà, ces émotions, elles sont extrinsèques, mais aussi intrinsèques. Il faut bien avoir conscience de ces deux entités, pardon, mais qui sont vraiment liées les unes aux autres. Exactement. Et alors, à quoi est-ce qu'elles servent? Parce qu'on se dit, effectivement, il y en a qui m'enquiquinent un peu ces émotions-là. Et pourquoi elles arrivent, en fait? À quoi est-ce qu'elles servent? Ben, la première raison, et ce qu'on a illustré avec cette image du tigre, ben, clairement, c'est notre survie. C'est-à-dire que, dans l'exemple du livre, si un tigre, tout dent dehors, vous bondit dessus, la peur que vous allez ressentir à ce moment-là va être tellement intense qu'elle va générer chez vous une réaction qui va avoir pour objectif que vous surviviez à ça. Alors, ça peut être effectivement la fuite, auquel cas ça va générer un apport d'adrénaline suffisant pour vous permettre de courir très très vite. Ou après, ça va être potentiellement le fait de se figer et d'essayer de se fondre dans le décor pour ne pas se faire dévorer non plus. C'est un peu comme ou ça va être la contre-attaque. Alors, du lapin dans les phares d'une voiture. Voilà, ça c'est. Voilà, exactement. La contre-attaque avec un tigre, on ne conseille pas, hein, clairement. Mais bon, c'est une des possibilités quand on est sous le coup de la peur. Mais en tout cas, toutes les émotions ont une utilité, et en l'occurrence, la survie est l'utilité la plus basique, entre guillemets. Voilà. Et à côté de ça, les émotions, elles répondent aussi à un besoin qui n'a pas été assouvi. La pyramide que vous voyez, peut-être que certains d'entre vous la connaissent, c'est la pyramide de Maslow. Il faut savoir que tout à chacun, on a des besoins. Et c'est dans cette pyramide, on vous explique qu'il existe différents types de besoins. Les besoins primordiaux, c'est tous les besoins physiologiques, comme vous voyez, le besoin de s'alimenter, le besoin de dormir, le besoin de bouger et le besoin de boire. Ça, c'est des besoins physiologiques qu'on a besoin pour se développer. Ça, c'est la base à proprement parler. Après, vous avez tous les besoins de sécurité. Est-ce que je me sens bien chez moi? Est-ce que je me sens bien dans mon environnement? Est-ce que je suis en mode sécure? Si c'est oui, à ce moment-là, on va pouvoir passer à autre chose. Il y a le besoin d'appartenance. Est-ce que j'ai ma place au sein de la famille, au sein même de l'école, au sein même d'un groupe, au sport? Comment est-ce que je suis considérée? Est-ce que je suis bien intégrée? Si oui, tant mieux, on pourra continuer. Sinon, quelles répercussions ça va avoir? Je te laisse continuer pour les deux dernières. Alors ensuite, effectivement, il y a le besoin d'estime de soi. Comment moi, je me sens par rapport à moi-même? Est-ce que je me trouve plutôt chouette et du coup, j'ai confiance et je peux mener des projets en me disant que je vais y arriver et avoir une opinion positive de moi-même? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai une opinion de moi qui est assez basse, une estime de moi qui est basse et qui fait que je n'ose pas? J'ose pas aller vers les gens, j'ose pas entreprendre quelque chose parce que j'ai peur d'échouer, etc. Et effectivement, ce besoin d'estime de soi, il est effectivement très important là aussi. Et le tout dernier besoin que vous voyez, le sommet de la pyramide, auquel on ne peut accéder finalement que quand on a déjà cette base sur les premiers niveaux, c'est ce qu'on appelle le besoin d'accomplissement. Et c'est là qu'on arrive finalement à tout ce qui est relatif aux apprentissages. C'est la nécessité pour l'humain de progresser, d'apprendre de nouvelles choses, de grandir, mais pas au sens de taille, de grandir de manière générale en fait. Et effectivement, comme vous le voyez, cette référence-là aux apprentissages, elle est vraiment tout au sommet de notre pyramide. Voilà. Chose importante, lorsqu'on a la nécessité, le besoin d'exprimer ce qu'on ressent, on a besoin d'utiliser vraiment un vocabulaire concret, d'être dans le langage et dans le dialogue. Or, il faut savoir que chez les tout petits, qui ne sont pas encore à ce stade de langage, ils ne vont pas pouvoir verbaliser leurs ressentis. C'est pour ça qu'il y a des explosions émotionnelles chez eux. Et c'est à nous,
en tant qu'adulte, de prendre le relais. C'est-à-dire que si vous observez votre petit loulou en train de pleurer parce que sa poupée a été cassée ou que sa voiture a été perdue ou que son doudou a été oublié, c'est à vous de mettre des mots dessus en disant « Ah oui, écoute, là je vois bien, tu es triste parce qu'on a oublié ton doudou chez Nounou. Bah écoute, on va trouver une solution et si tu veux, on va y retourner. Ou bah écoute, je vois là que ta voiture a été cassée. Est-ce que tu veux qu'on essaye de la réparer ensemble ?» C'est primordial à ce stade-là, à cet âge-là, que ce soit vous qui mettiez des mots sur son ressenti. Pourquoi ? Parce que lui, à défaut de pouvoir le verbaliser, il va vous entendre les formuler. Et le fait de rien, le fait d'entendre, ça va baisser sa tension parce qu'il va dire « Ah, maman, papa a bien vu que je n'étais pas bien et il a compris pourquoi et on va trouver ensemble des solutions. » Donc, toute la charge émotionnelle, même si elle est encore présente, elle va baisser en émotion. Et si le fait de verbaliser, ça ne suffit pas, le remède miracle, c'est de prendre votre enfant dans les bras. Et le fait de le canaliser et de l'englober, en fait, ça va baisser vraiment la tension. À ce moment-là, il n'y a pas forcément besoin de parler, juste d'être là et de le contenir et de montrer que vous êtes là pour lui, en fait. Exactement. Alors, quels impacts elles ont, ces émotions ? Eh bien, évidemment, en fonction de leur nature, si elles sont plutôt agréables ou si elles sont plutôt désagréables, elles vont avoir un impact qui va être positif ou bloquant. Positif, par exemple, si vous êtes joyeux, vous avez reçu une bonne nouvelle, et ben là, vous allez vous sentir pousser des ailes. Et effectivement, tout de suite, vous allez sentir votre humeur qui va s'améliorer grandement et ça va transformer un peu votre manière de voir les choses. À l'inverse, quand on est en colère, voilà, et quelque chose nous a contrarié, on est très en colère, là, on est influencé négativement. Et cette influence-là, elle est sur deux pôles, j'aurais tendance à dire. Je te laisse poursuivre. Voilà, il y a, sur le pôle personnel, c'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi, comment je me vois à l'instant T. Est-ce que je prends conscience de mes capacités, de mes forces ou au contraire, est-ce que je me sens dévalorisée par rapport à ce que ça a provoqué chez moi? Et à côté de ça, au niveau des apprentissages, que ce soit positif ou au contraire bloquant, ça va jouer sur la motivation, sur la concentration, l'attention et en découler la mémorisation. Vous imaginez un petit loulou qui a été en récréation, il a eu une tension avec un copain, ils se sont fâchés pour un oui, pour un non. Bref, tous les deux, ils sont en tension, en charge émotionnelle parce qu'ils n'ont pas pu en discuter ou ils n'ont pas trouvé de solution. La sonnelle cloche, retour en classe, et là, on s'assoit, il faut se remettre au travail. Est-ce que vous pensez que ces deux petits loulous sont à même à 100% d'être à ce que va leur demander leur maîtresse ou leur maître? Non, parce qu'ils auront toujours à la tête à ce conflit, surtout s'ils ne sont pas loin de l'un de l'autre, ils vont se chercher du regard, enfin voilà, ça j'ai suffisamment vécu. Et si on ne prend pas le temps de se poser avec eux, de poser des mots comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, tout ce qui est le fait d'être attentif ou d'être concentré à ce qu'on va leur demander comme tâche ou autre, ça sera impossible pour eux, ça va leur demander beaucoup trop d'efforts. Alors, moi, je préférais prendre 2-3 minutes pour finir de régler le conflit et de trouver des solutions que de les mettre de suite dans le bain et leur dire on verra ça plus tard. Non, le plus tard pour eux, c'est l'instant présent. Ils sont ici et maintenant. Il y a quelque chose qui les tracasse, et qui les ronge parce que ça prend énormément d'ampleur à cet âge-là. Eh bien, il faut prendre le temps de se poser et comme ça, quelque chose qui était bloquant, en trouvant une solution, ça va rebasculer en positif parce que eux, c'est 0-1. Il n'y a pas de progression véritable au niveau des émotions et ils seront plus à même d'être attentifs, d'être concentrés à ce qu'on leur demandera. Et que ce soit à l'école ou à la maison, si vous prenez le temps de vous poser, même si vous avez quelque chose d'urgent à faire et que vous ressentez que votre enfant en a vraiment besoin, ces quelques minutes-là, vous n'imaginez pas le temps que ça va mettre pour après un bénéfice derrière. On me marque, et là c'est l'école, les professeurs n'ont pas le temps de faire ça, j'en conviens. Après, c'est une approche de chaque prof, je dirais. Comment on sent les choses et comment on est. Moi, je sais que je suis une nature très empathique, je suis une vraie éponge émotionnelle. Et dans ma classe, je le voyais de suite. Et ils le savaient, hein, parce que j'avais instauré une confiance chez eux. Et ils me disaient, maîtresse, là, ça ne va pas. On prenait le temps, que ce soit en groupe classe ou de manière individuelle. Mais c'est important aussi d'en discuter. Si vous sentez que votre petit loulou est pris par ses émotions,
La maîtresse, c'est vrai qu'en début d'année, c'est compliqué d'apprendre à connaître tous ces enfants. N'hésitez pas à aller voir les enseignants. Au contraire, ils seront ravis de dialoguer avec vous, d'échanger et faites-leur passer ce message en disant, bah voilà, ma petite louloute, elle est très dans l'empathie, elle est très réceptive à tout ça. Si on prend le temps de discuter, ça peut vraiment déverrouiller des choses. Je pense qu'il faut vraiment aller voir les enseignants. Il ne faut pas avoir peur du « ah ben non, il va me juger » ou autre. Non, moi, je préconisais ça avec mes parents d'élèves et je le vois de plus en plus. Si vous avez le temps, il faut le faire. Vraiment, même si vous n'avez pas le temps physiquement, mettez un petit mot dans le cahier de liaison. Voilà, et après, n'hésitez pas à demander à prendre rendez-vous. Voilà, petit aparté de professeur des écoles. Tout à fait, c'est très important. Et alors effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire pour finalement apprendre à accueillir ces émotions et particulièrement celles qui sont plutôt désagréables et qui pourraient être bloquantes? Alors effectivement, on peut dessiner 3 grandes étapes dans cette chose-là, entre guillemets, pour ne pas faire de répétition. La première, c'est d'accueillir son émotion. Alors accueillir, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut juste dire déjà observer qu'on le ressent, c'est-à-dire dire bah là tout de suite, je suis en colère. Juste ça, ça permet déjà de reconnaître qu'on a une émotion et de la nommer. Rien que ça suffit parfois à faire redescendre la pression. C'est vraiment très important. La deuxième chose qu'on pourrait faire et qui est très conseillé de faire, c'est d'observer les sensations physiques que ça procure. Voilà, là je suis très en colère. Concrètement, qu'est-ce que ça me fait dans mon corps? J'ai la gorge serrée, j'ai les poings crispés, j'ai mon visage crispé aussi, je me sens oppressée, etc. Toutes ces manifestations physiques de l'émotion, c'est toujours intéressant de les observer. Et là encore, rien qu'en faisant ça, comme on porte son attention sur le corps, ça permet là aussi de faire redescendre la pression en soi. Et la troisième méthode, la troisième étape, Emmanuelle? C'est l'exprimer, c'est dire son ressenti en fait. Ah, là, je suis en colère ou là, je suis triste parce que c'est super important de verbaliser son état d'âme. Ça s'appelle de la communication non violente en fait. C'est exprimer ses besoins après avoir observé son corps. C'est exprimer une demande. Là, je suis en colère. Là, j'ai besoin d'être un petit peu tout seul ou toute seule. Ou là, j'ai besoin de vraiment que tu m'écoutes et que tu sois vraiment réceptif à tout ça. Et c'est pour trouver des solutions ensemble. C'est vraiment important. Donc, que ce soit les enfants vis-à-vis d'un autre enfant, un enfant vis-à-vis d'un adulte, ou même nous vis-à-vis de notre conjoint ou de notre entourage, c'est super important de prendre le temps de s'écouter, de pouvoir verbaliser derrière qu'est-ce que cela nous fait pour que justement l'autre soit réceptif. Parce que peut-être qu'il n'a pas vu la réaction que ça a suscité chez nous. Peut-être qu'il ne pensait pas le faire. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment important. Comme ça, l'autre en face lui dit « Ah, écoute, c'est pas ce que je voulais dire » ou « Effectivement, tu as raison, je vais y faire attention. » Et ça, le fait d'instaurer le dialogue avec la personne avec qui vous discutez, c'est vraiment important d'exprimer ses émotions et ça va recadrer le dialogue et le discours qui était mis en place. Et que ce soit avec les adultes ou les enfants, c'est super important. Et chez les enfants, ça va leur apprendre en grandissant justement de verbaliser leurs ressentis. On a tendance à occulter ses émotions. Non, ça fait pas mal ou ça ira mieux tout à l'heure. Allez, fais pas de chichi, t'en verras d'autres. On leur colle des étiquettes négatives et on les empêche, on les étouffe de pouvoir s'exprimer librement. Et ça, plus tard, ça aura forcément des répercussions en étant adulte au niveau de son ressenti, en fait, et de la confiance en soi et de l'estime de soi. Tout à fait. Hop. Et alors, notre troisième partie, qui a potentiellement pas grand-chose à voir avec la choucroute a priori comme ça, on va vous montrer qu'en fait, c'est super important et qu'effectivement, on a tendance à être beaucoup concentré sur ce qui se passe au niveau de la tête. Voilà, comment je mémorise, est-ce que je suis concentrée, est-ce que j'arrive à me concentrer, est-ce que je suis attentif. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment une des premières préoccupations. Les émotions, effectivement, ça commence à être de plus en plus…
Enfin, c'est un sujet qui est de plus en plus, dont on parle beaucoup plus qu'il y a quelques années. Et donc, voilà, on apprend effectivement à mettre des mots, à faire tout ce qu'on vient de voir ensemble. Mais le corps, finalement, c'est vraiment un peu en marge. Et on se dit, mais qu'est-ce que le corps vient faire avec tout ça? Eh bien, nous, on a des réponses. Donc, là, on a comme un petit cylindre. Alors, là, je vais te laisser commencer à parler, Caro, parce que j'ai une fenêtre qui s'est ouverte en bas et je vois plus trop l'intitulé. Donc, je préfère te laisser. Alors, pas de souci. Donc, effectivement, on a un espèce de cylindre, un espèce de tonneau qui est composé de plusieurs niveaux, comme vous le verrez. Et alors, le niveau qui se trouve tout en bas, qui est le niveau de la base, c'est le niveau de l'hygiène de vie. En fait, ce tonneau, il représente ce qui constitue en fait tous les êtres humains, on va dire. Et donc, l'hygiène de vie, c'est ce qui se trouve à la base, vraiment, du bien-être de chaque être humain. Donc, le fait de s'alimenter, de dormir suffisamment, de s'hydrater, de faire de l'exercice, toutes ces choses-là. C'est vraiment ce qui est à la base de ce tonneau, on va dire. Ensuite, vous avez les informations sensorielles. Alors, qu'est-ce qu'on met là-dedans? On met tout ce que vous percevez avec vos sens, c'est-à-dire la vue, évidemment, l'ouïe, l'odorat, le toucher, etc. Évidemment, c'est super important, et je reviens sur les apprentissages de manière plus concrète, la manière dont un enfant voit, s'il y a un problème de vue ou un problème de surdité, bien évidemment que ça peut avoir une grande incidence sur ses apprentissages si ça n'est pas dépisté suffisamment vite. Je pense qu'on connaît tous plus ou moins autour de nous un enfant à qui on a détecté une myopie finalement au bout de quelques temps, alors que effectivement il y avait des difficultés scolaires qui étaient venues qui étaient apparues et qui s'étaient un peu développées, et en fait cet enfant-là ne voyait pas en fait ce qu'il y avait au tableau, donc forcément c'était compliqué pour lui de recopier et derrière d'apprendre. Donc ce qui se passe au niveau des sens, c'est très important, ce qui se passe au niveau de la posture physique également. Et alors après il y a ce mot, les réflexes archaïques, que peut-être vous n'avez jamais entendu, ou peut-être que oui, mais que vous ne savez pas trop de quoi il s'agit. Et donc là, je vais laisser Emmanuelle vous en parler, parce que, alors elle, pour le coup, elle est extrêmement pointue sur ce sujet-là. Mais on ne va pas là justement trop. En fait, les réflexes archaïques sont des mouvements que tout à chacun en acquiert in utero ou à partir de la naissance jusqu'à 6 mois à 1 an. Et ces réflexes-là, ce sont des mouvements qui vont permettre la survie de l'enfant, ou enfin de l'homme en tant que tel, en fait. Ce sont des mouvements innés et qu'on ne contrôle pas, en fait. Et au fur et à mesure, le corps va les intégrer. Et lorsqu'ils ne sont pas intégrés, en fait, le corps va trouver des compensations justement pour y pallier. Et un exemple de réflexe archaïque, lorsque votre nouveau-né est à la clinique, vous savez, il y a plusieurs tests qui sont faits. Il y a le réflexe d'agrippement, le réflexe de succion. Un réflexe d'agrippement, par exemple, quand vous mettez le doigt à l'intérieur d'une main, systématiquement, chez le nourrisson, il va se refermer. Ça, c'est un réflexe qui n'est pas encore intégré, on dit qu'il est encore actif. Ça, chez les petits, ça permet en fait, s'il y a, mais même chez tous les mammifères, s'il y a une situation de stress ou autre et que la maman est amenée à partir, le bébé, hop, il va s'agripper. Et c'est sa survie. En s'étant agrippé à la maman, il va pouvoir s'échapper avec elle. Pareil, le réflexe de succion, lorsque vous mettez le doigt dans la bouche d'un nourrisson, il va commencer à téter. Et ça, en fait, c'est un réflexe qui va lui permettre la survie via l'alimentation. Donc, il y a plein de petites choses et après, ça va être amené à disparaître. Et il y a plein de réflexes comme ça qui vont permettre un développement vraiment moteur et cérébral au niveau lorsque l'enfant va grandir, Et lorsque ces réflexes n'ont pas été intégrés, le corps va mettre en place des compensations, que ce soit au niveau des émotions, au niveau des apprentissages et au niveau de tout ce qui est le corps. Par exemple, un réflexe, lorsqu'un enfant n'a pas fait de 4 pattes. Vous voyez, il a fait le ramper, et puis après, il y a eu un temps de pause, et puis de suite, il s'est mis en marche. En fait, il faut savoir que lorsqu'un enfant fait du 4 pattes, il y a toute sa chaîne musculaire qui part du pied. Vous imaginez un enfant qui rampe, et sa chaîne musculaire qui part du pied, au niveau du dos, et au niveau des paumes des mains, au niveau du sol. Il n'y a pas que ça. En fait, lorsqu'on fait un 4 pattes, il y a la tête qui est relevée pour voir la vision au loin. Donc, il y a toute la chaîne musculaire au niveau des cervicales qui vont être amenées à être consolidées. Et au niveau de la vue va être stimulée. Et un enfant
qui n'aura pas forcément fait de 4 pattes, il aura peut-être, ou pas du tout, hein, mais en règle générale, les enfants qui sont crispés quand ils écrivent ou qui ont du mal à focaliser au niveau de la lecture ou autre, on peut se dire, ah bah tiens, comment ça s'est passé au niveau de son stade de développement? Ah, il a pas fait de 4 pattes. Bon, bah, c'est pas grave. On va nous travailler avec les réflexes pour pouvoir réintégrer via des petits mouvements bien spécifiques. Et en introduisant ces petits mouvements spécifiques, le corps va les réintégrer progressivement. Et ça se trouve, hop, on va passer à autre chose derrière. Donc, ces réflexes-là, il faut vraiment en avoir conscience et voir que ils ont leur part d'influence sur le développement moteur, cérébral et émotionnel de tout à chacun. Et on peut les travailler de 0 à 99 ans. Ce n'est pas parce qu'on est adulte qu'on ne peut pas y retravailler. Pouvez-vous voir les conséquences concrètes plus tard? Oui, effectivement. Oui. On les voit sur du court ou plus ou moins long terme. En fait, ça dépend de tout à chacun comment son propre corps va réagir en fait. Pour certains, il faudra 2 ou 3 séances. Il y a des enfants, une petite séance, ça suffit parce qu'ils sont moins dans la tête, ils se posent moins de questions. Donc voilà, donc, si vous êtes amené à travailler avec les réflexes, allez-y, l'esprit un peu posé à côté et laissez-vous guider et laissez votre corps parler à votre place et vous verrez que ça sera d'autant plus efficace. Voilà Caroline, je te laisse continuer. Merci beaucoup Emmanuelle. Merci beaucoup. Alors voilà, donc les réflexes qui sont aussi, comme vous le voyez, assez critiques pour rentrer dans un apprentissage qui soit efficace. Au-dessus, on a la strate du schéma corporel avec tout ce qui est repères temporaux-spatiaux. Je ne vois pas bien mon écran, mais ça doit être ça. Donc, le fait de se représenter dans l'espace et dans le temps. Et aussi de tout ce qui est proprioception. La proprioception étant effectivement le fait d'avoir conscience de son corps et de ses positions dans l'espace. Donc ça fait partie, vous voyez, ces 3 strates-là, clairement, elles sont liées au corps. Et la dernière couche qu'on a qui est liée au cognitif, donc le cognitif, en gros, c'est ce qui se passe là, pour le coup, dans la tête, c'est celle-ci qui est liée aux apprentissages, c'est-à-dire la mémoire, la concentration, etc. On se rend compte que c'est vraiment, là aussi, la cerise sur le gâteau. Et que tout ce qu'il y a en dessous, c'est finalement lié à notre corps. Alors, je fais juste une petite parenthèse par rapport aux réflexes. On m'a demandé si c'était simplement les ergothérapeutes ou les psychomotriciens. Il faut savoir que les réflexes archaïques, c'est une formation à part. Donc, moi, je me forme sur Paris, mais vous avez plusieurs organismes de formation, mais ce n'est pas, comment dire, un module vraiment ancré chez les psychomotriciens ou les ergothérapeutes. Il faut vraiment se former en parallèle. Peut-être que dans leur cursus, ils ont eu une toute petite introduction à cette notion-là, mais il faut savoir que lorsque je vais me former, moi, il y a énormément, comme vous dites, de psychomotriciens, d'ergothérapeutes, d'orthophonistes, parce que c'est vraiment, tout ça, c'est imbriqué. Donc, voilà, si vous souhaitez avoir plus de renseignements, n'hésitez pas, vous allez voir qu'il y a des formations un petit peu partout et qu'il y a très peu de formatrices reconnues au niveau national pour pouvoir proposer ce type d'accompagnement et de prestations. J'ai fini ma petite parenthèse. Merci pour cette parenthèse. Et donc, on en vient à mon image de tonneau percé. Alors, pourquoi un tonneau percé? Pour vous montrer qu'effectivement, ces 4 couches qu'on a vues juste avant, elles sont indispensables pour que tout fonctionne bien au niveau des apprentissages. C'est-à-dire que pour un enfant qui a des soucis de concentration, par exemple, si on essaie de travailler avec lui au niveau du cognitif, c'est-à-dire qu'on essaye de lui donner des stratégies de remédiation cognitive uniquement pour travailler sa concentration, mais qu'il y a en fait un réflexe archaïque qui est en jeu et qui du coup vient parasiter sa capacité à être attentif ou concentré, et dans ce cas-là, ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que ce que vous allez essayer de faire rentrer dans le tonneau par le côté cognitif va redescendre par le réflexe archaïque qui n'est pas intégré et du coup, il y aura des fuites. Et donc, il faudra d'abord, dans un premier temps, colmater toutes les strates de manière à pouvoir ensuite intervenir, entre guillemets, au niveau cognitif. De même, un enfant qui, au niveau hygiène de vie, par exemple, qui a un sommeil qui n'est pas bon, soit parce que la quantité n'y est pas, soit parce qu'il dort mal, c'est une histoire de qualité qui n'est pas bonne, ça va être très compliqué pour lui d'être dans l'apprentissage
le lendemain. Et ça, je pense que si vous êtes parent, si vous avez vécu les doux moments de premiers mois de parents où les nuits sont très courtes, et si vous êtes comme moi et sensible à ce sujet-là, vous aurez compris l'importance d'un bon sommeil par rapport au fait de pouvoir être opérationnel, de pouvoir être OK émotionnellement et pas à fleur de peau, de pouvoir vous concentrer et de pouvoir être au maximum de votre potentiel en fait le lendemain. Ouais. C'est indispensable en fait. Ouais. Donc c'est vraiment ça qu'on montre avec ce tonneau, c'est que tant que le corps n'est pas, tant que tout n'est pas OK à ces niveaux corporels, eh ben ça peut pas passer en fait. Et un petit exemple à prendre vraiment en considération lorsque vous avez un enfant qui est assis sur une chaise et qui bouge tout le temps. D'accord? Vous l'imaginez bien, ce petit loulou, je pense que tout le monde l'a bien visualisé. Il faut savoir que s'il bouge sur une chaise, c'est qu'il répond inconsciemment à une demande de son corps. Si on le laisse s'installer avec une jambe sous le pied ou à s'installer par terre ou sur son lit et qu'il rentre dans les apprentissages plus facilement, laissez-le. Parce qu'en fait, inconsciemment, il essaye de pallier à toute cette tension liée à son corps, le fait qu'il bouge, parce que sur sa chaise, il ne sait pas comment se mettre. S'il est plus à l'aise, même debout, en train d'écrire ou allongé par terre sur son tapis ou assis sur son lit, et qu'il rentre vraiment dans ses devoirs ou dans ses leçons et qu'il est vraiment plus attentif et concentré, laissez-le. Parce que c'est sa manière à lui de pallier justement à ce manque de stabilité corporelle sur une chaise. C'est pas qu'il vous nargue ou autre, hein. C'est que lui, il le sait pas encore ou il n'en a pas conscience, mais il a besoin de bouger et de se mettre vraiment à l'aise à sa manière, parce qu'on a tous notre référentiel, être assis correctement, le dos droit et les jambes bien calées. Sauf que là, pour le coup, c'est pas le cas. Donc, si lui, il a besoin d'être plus attentif et réceptif d'une autre manière corporellement, faut le laisser. Et vous verrez bien, il trouvera lui son chemin. De même, il y a des enfants qui ont besoin de marcher pour apprendre. Il faut les laisser. S'ils ont besoin de marcher, voilà, et c'est qu'ils sont plus à même. Et on va vous expliquer après par la suite pourquoi. Voilà. Tout à fait. Alors effectivement, maintenant qu'on a vu l'importance du corps dans les apprentissages, on va voir aussi comment on en prend soin finalement. Qu'est-ce qu'il est important de mettre en place dès le plus jeune âge pour pouvoir prendre soin de son corps et être dans de meilleures dispositions, dans une meilleure santé. Alors la première chose, évidemment, on en parlait à l'instant, c'est le sommeil. C'est vraiment un élément qui est clé dans la santé de tout le monde, hein, et particulièrement des enfants. Le fait d'avoir un sommeil qui soit en quantité suffisante pour l'âge de l'enfant et en qualité suffisante, c'est-à-dire qu'un sommeil qui est trop entrecoupé ou pour lesquels il y a des cauchemars ou des choses comme ça, évidemment, l'enfant il ne va pas être en mesure de récupérer suffisamment pendant la nuit pour être opérationnel entre guillemets le lendemain et pour être dans de bonnes conditions pour apprendre, mémoriser, etc. Donc clairement le sommeil c'est une des bases de l'hygiène de vie. Après, il y a tout ce qui est l'alimentation. Donc là, on a mis en avant l'importance de l'eau, de boire de l'eau. Il faut savoir que l'eau, on est tous avec des connexions neuronales, et on a besoin de l'eau en fait pour faire ces connexions au niveau de notre cerveau. Et, parce que l'eau est un très bon conducteur au niveau de l'influx nerveux. Et l'eau, en fait, si vous buvez un verre d'eau avant de faire un moment où ça vous demande de la concentration, comme les devoirs ou autres, et bien justement, ça va stimuler votre cerveau pour qu'il soit d'autant plus réceptif à tout ce qu'il va être amené à faire dans les minutes qui viennent par la suite. Une alimentation saine aussi et équilibrée, donc vous voyez, l'image parle d'elle-même, hein, mais voilà. Tout ce qui est l'apport de vitamines, d'oligo-éléments, de féculents, enfin voilà, toute une bonne hygiène alimentaire va justement faciliter tous ces apprentissages par la suite parce que le corps va pouvoir aller puiser dans les réserves ce dont il a besoin. Alors, en dessous, on a mis le sucre et tout ce qui va avec. Alors, c'est ça. Alors, on n'est pas radical. Alors, évidemment, il y a un bémol à ajouter. Hein. On a mis une grosse croix rouge. Voilà, maintenant, soyons clairs. Évidemment que c'est agréable de croquer un bonbon au chocolat. Évidemment que l'idée, c'est pas d'interdire les bonbons à tout prix. L'idée, c'est juste qu'effectivement, on sait que le sucre est une substance qui est extrêmement addictive. Et on sait aussi qu'il a un impact qui
qui est assez important au niveau de l'excitation. C'est-à-dire que c'est un aliment qui va faire un pic d'excitation quand on l'a consommé, et derrière, pouf, ça va redescendre très vite. Et ça va provoquer un espèce de coup de barre terrible, en fait, derrière. Ce qui fait qu'effectivement, quand on donne du sucre à un enfant, et je pense que vous l'avez peut-être déjà constaté avec les vôtres si vous avez eu cette occasion-là, bah voilà, ils sont énervés comme des sans-puces, en fait. Hein. Et du coup, les bonbons, oui, parce que ça fait plaisir, parce que c'est important, le plaisir, bien évidemment, et que de temps en temps, manger un bonbon, il n'y a pas mort d'homme, on est bien d'accord, que le chocolat, ça fait plaisir aussi, et que, encore une fois, de temps en temps, pourquoi pas. Maintenant, effectivement, au quotidien, je pense qu'il faut être vigilant sur la consommation de sucre par nos enfants parce que malgré tout, ça a un vrai impact. Et notamment au niveau du goûter, je pense qu'il faut faire attention parce que ce qu'on va donner à nos enfants à manger pour le goûter quand ils rentrent de l'école, évidemment, on va derrière le payer peut-être très vite au moment des devoirs si on a donné quelque chose de très, très sucré parce que là, ça va être... le summum. Donc, Ah oui, je pense que vous avez déjà fait cette expérience. Moi, en tout cas, oui. Alors, le chocolat noir et voilà, n'est pas un bonbon. Oui, et c'est une voilà, source de magnésium. C'est ça, exactement. Le chocolat est une source de magnésium, c'est très important. Donc voilà, d'où l'idée d'effectivement d'être vigilant en fait, tout simplement, d'être vigilant et de ne pas avoir une consommation excessive de sucre pour nos loulous. Quoi. Voilà, et L'idée, toutes c'est les ça. boissons, les boissons sucrées, quand on dit boire de l'eau, c'est de l'eau pure, c'est pas avec un sirop ou de l'eau gazeuse ou autre, c'est vraiment de l'eau plate. Parce qu'après, ce n'est pas intégré par le corps en tant que tel. Donc, elle sera transformée, entre guillemets, comme une autre fonction. Donc, voilà, pensez-y que si vous voulez vraiment faciliter les connexions neuronales et le fonctionnement du cerveau, ce n'est pas un verre de jus d'orange, ce n'est pas de l'eau pétillante, c'est de l'eau plate. Et même le thé, ce n'est pas considéré comme de l'eau en tant que telle. Tout à fait. Alors, un sujet que tous les parents connaissent bien, qui peut être un petit peu conflictuel, particulièrement avec les enfants un peu plus vieux et puis les pré-ados. Et les Évidemment, plus c'est jeunes celui aussi. des écrans. Comment ? Les plus jeunes aussi. Oui, parfois aussi, c'est vrai, ça peut commencer tôt. Alors effectivement, les écrans, clairement, ils font partie de notre quotidien et ça, c'est absolument factuel. On en a partout, on en utilise tout le temps. On a nos téléphones, on a des tablettes, on a des télés, on a des ordinateurs, on a des consoles de jeux pour... voilà, on a des écrans de multiples façons. Et là aussi, la prudence est vraiment de mise, particulièrement avec les plus jeunes enfants, parce que le cerveau est en développement et parce que trop d'écran, c'est mauvais, quoi, pour faire clair. Et donc là aussi, c'est vraiment une question de quantité. De garder toute raison dans la consommation d'écran et puis aussi bien sûr de pourquoi on les utilise parce que les écrans évidemment peuvent être tout à fait utiles pour les enfants qui sont un peu plus vieux pour pouvoir faire des recherches, pour pouvoir se documenter, regarder des émissions intéressantes, etc. Mais aussi pour du loisir. On est bien d'accord que de regarder un Disney, c'est quand même très agréable qu'on ait 6 ans ou qu'on en ait 40. Donc voilà, là n'est pas le sujet, mais disons qu'il faut effectivement garder, je pense, une vraie vigilance parce que c'est addictif. Oui. On a tendance à vouloir regarder un dessin animé, puis un autre. Et c'est vrai qu'on pourrait se laisser un petit peu emporter et passer beaucoup de temps devant un écran, particulièrement si on est jeune. Ouais. Et puis, ça coupe l'enfant du monde réel, en fait. Et au niveau des petits, ça va vraiment, ils vont être dans leur bulle, mais ils vont être passifs. Et au niveau du langage, c'est très, très mauvais parce qu'il n'y a pas d'interaction, en fait. Ils vont simplement subir ce flux d'images et ils ne vont pas être amenés à échanger. Donc, le vocabulaire ne va pas s'enrichir. Au niveau de la vue, il faut savoir que les yeux, ils ne sont matures qu'à l'âge de 12 ans. Et donc, si l'enfant est trop mis devant les écrans, il va forcer avec ses yeux et ça peut avoir après des répercussions au niveau de sa vue. Et on peut voir aussi chez les plus grands que ils vont être enfermés et puis coupés du monde réel, mais ça peut aussi avoir des répercussions sur l'agressivité ou autre. Donc, on n'est pas contre les écrans, il faut juste définir un cadre avec des limites et surtout le construire avec les enfants.
et leur dire, bah, écoute, là, tu as le droit à temps parce que tu as un documentaire ou autre, ou non, là, à passer 6 heures du soir ou 5 heures, là, ça ne va pas être possible parce qu'il faut savoir que ça a un temps d'excitation derrière et que redescendre la pression, ce n'est pas toujours évident chez certains parce qu'ils vivent pleinement l'émission ou autre. Mais voilà, il faut que les enfants prennent conscience de tout ça. Alors, je ne dis pas qu'ils l'accueillent tout le temps, youhou, là, je suis content, je ne regarde pas la télé parce que voilà, mais voilà, il faut qu'ils apprennent aussi à vivre avec leur frustration des émotions. Donc, vous avez des outils maintenant pour y pallier, mais voilà, à petite dose et puis définir un cadre avec eux, c'est vraiment bien, les responsabiliser en fait. Voilà. Tout à fait. Mais c'est vrai que ce sujet-là, on pourrait en parler pendant toute une conférence. C'est ça. Et puis alors, évidemment, un point aussi qui est super important, bah, c'est de bouger son corps, c'est d'avoir une activité physique qui soit régulière. Et pour un enfant, alors c'est vrai pour tout le monde, encore une fois, hein, je pense qu'on a tous entendu ça au moins une fois. Et l'idée, c'est qu'effectivement, un enfant a besoin de bouger, a besoin de courir, de sauter, d'extérioriser un petit peu toute cette énergie. Et c'est important de pouvoir le faire tous les jours, quelle que soit la forme. En courant dans le jardin, en dansant avec papa et maman, en étant dans un club de foot, de danse, de peu importe. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une activité physique, quelque chose qui permette de faire sortir cette énergie et voilà, et de faire bouger son corps, quoi. Oui, et puis il faut savoir aussi que dès que nous sommes en mouvement, en fait, ça va permettre, et on va revenir avec la tête, ça va permettre une meilleure circulation des informations et ça va renforcer en fait tout ce qui est le système neuronal. Donc, et c'est pour ça que c'est important aussi chez les bébés, les nourrissons, de les laisser faire de la motricité libre, c'est-à-dire découvrir par eux-mêmes leur environnement tout en étant sécure. Vous n'allez pas laisser des choses à portée de main, bien sûr, mais c'est vraiment important dès tout petits qu'ils puissent explorer ce monde qui les entoure et leur laisser libre cours à cette curiosité parce que quand il y aura l'envie, ils vont avoir envie de bouger. Et donc, en fait, tout leur stade de développement avec les réflexes qu'on a vus ou autres, ou leur autonomie, va se mettre en place. Et après, cette importance de mouvement, eh bien, on va le retrouver justement pour renforcer les apprentissages. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il est super important de laisser un enfant en mouvement. Après, voilà, il ne faut pas qu'il fasse un tout et n'importe quoi à ce moment-là, parce que justement, en étant en mouvement, on est plus à même d'être réceptif aux notions qu'on est en train de voir. Et c'est sur chose importante, on renforce justement ce système neuronal. Tout à fait. Hop. Et alors, évidemment, bah, là-dedans, il y a nous, il y a les parents. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut accompagner nos enfants le mieux possible pour leur permettre de vivre les apprentissages plus sereinement, de manière plus épanouissante, etc. Alors évidemment, on vous a mis une petite image truculente, hein, j'imagine que vous vous reconnaissez. Moi, oui, ça m'est arrivé. Aussi. Nul n'est parfait. Voilà, je pense qu'on est tous passés par là. Il faut relativiser. Et voilà, et donc nous ne sommes pas parfaits, c'est une bonne nouvelle. Donc ça peut nous arriver de crier, on ne crie pas, à notre enfant. Mais en attendant, effectivement, quelle posture peut-on adopter pour que tout ça, ça se passe le mieux possible? Alors, évidemment, accueillir ses propres émotions. Tout à l'heure, on a parlé de l'accueil des émotions plutôt tourné vers l'enfant, en disant, voilà, comment peut-on aider un enfant à accueillir ses émotions désagréables, etc. Bien évidemment, c'est valable pour un adulte, c'est valable pour tout le monde. Accueillir ses propres émotions, c'est super important parce que si vous êtes vous-même dans un état émotionnel qui est désagréable, vous n'allez pas être disponible pour votre enfant, clairement. Quand vous rentrez d'une journée de boulot qui ne s'est pas forcément bien passée, que vous êtes fatigué, que vous avez la bassine à linge qui est prête à exploser et que vous devez faire le dîner et qu'en plus votre gamin vous raconte toutes ces misères de la journée, ça peut vite être trop en fait. Et donc, d'accueillir son émotion et de se dire, là tout de suite, je me sens submergée, je me sens pas bien, je me sens en colère. C'est déjà un premier pas et ça permet aussi évidemment d'expliquer à l'enfant, de lui dire, voilà, là tout de suite, j'aurais besoin d'un petit moment à moi pour faire redescendre la pression et dans 5 minutes, je pourrais être avec toi et tu pourras me raconter tout ce que tu as à me raconter. Je pense que ça, c'est vraiment clé dans
dans la relation, en fait, mais qu'elle soit avec l'enfant, mais qu'elle soit également avec tout l'entourage, finalement. Voilà. Après, avoir accueilli ses émotions, il faut être tout ce qui est dans la bienveillance et pratiquer l'écoute active. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est être capable d'écouter, mais vraiment en étant présent à l'instant T, ce que l'autre nous a raconté, doit nous raconter, excusez-moi. Donc voilà, donc c'est vraiment important d'être présent et d'être réceptif à tout ce qui est dit. Et que ce soit envers votre enfant, mais même envers vous-même. Comme disait Caroline, il est super important de verbaliser notre ressenti et de pouvoir l'exprimer. Donc toute cette bienveillance et cette écoute active avec la CNV, la communication non violente et autres, ça va donner des clés à vos enfants et ça va leur permettre aussi de renforcer leur estime de soi et leur confiance en soi, parce qu'ils vont être à même de voir papa et maman m'écoutent, et puis ils expriment également leurs besoins. Donc, si d'un côté vous respectez leurs besoins, il faut qu'ils prennent conscience que vous également vous avez des besoins et qu'il faut qu'ils soient respectés. Ça va dans les deux sens et c'est pour ça qu'il y a après un équilibre qui se fera. Il ne faut pas que ça penche plus d'un côté que de l'autre parce que ça ne sera pas vivable par la suite sur du long terme. Tout à fait. Alors après, évidemment, être présent et jouer et partager des moments de complicité avec son enfant. Ça, c'est évidemment la base et c'est le sel du métier de parent, hein, si je peux parler comme ça. C'est ce qui est le plus important. Et en même temps, c'est aussi quelque chose qui est assez difficile parfois à mettre en place dans un quotidien qui est assez chargé parce qu'il y a le travail, il y a l'école pour les enfants, parce que le soir, quand on se retrouve à la maison, on a chacun le poids de sa journée, on a aussi des choses à faire. Et donc, trouver ce temps pour jouer, pour partager des moments de complicité, c'est difficile, mais en même temps, c'est essentiel parce que c'est ça qui va permettre de nourrir une belle relation avec son enfant. Et ça, quelque part, c'est la base en fait. C'est la base de tout. C'est ce qui va permettre à votre enfant d'avoir son réservoir affectif qui soit plein. Parce qu'il aura eu l'attention de son parent, parce qu'il aura passé des moments de qualité avec son parent, et il aura ri, il aura dansé, peu importe sous quelle forme. Mais en tout cas, il aura reçu l'attention et l'amour dont il a besoin. Et ça, voilà, c'est vraiment essentiel que ça puisse être fait au quotidien, même si effectivement, c'est pas facile tous les jours et que parfois ça relève un peu du vrai défi, surtout si on a plusieurs enfants, encore plus, et encore plus si on est parent solo par-dessus le marché, ça devient très compliqué. Mais voilà, il suffit pas, enfin, c'est pas forcément 3 heures, hein, surtout pas d'ailleurs. C'est juste peut-être 10 minutes, mais si c'est 10 minutes de qualité où on est vraiment présent avec son enfant, avec un jeu, avec quelque chose qui lui fait plaisir, je pense que c'est suffisant et que ça permet de nourrir cette relation-là. Ça veut dire que nous, en tant qu'adultes, il faut être capable de lâcher prise avec son téléphone. Ça paraît simple à dire, mais c'est super important. Moi, j'avais des parents qui étaient venus, ils me disent oui, mais on joue avec lui et puis il n'arrête pas de râler. Je dis ok, et le petit il dit ouais, mais vous êtes toujours sur votre téléphone. Et là, en fait, la solution, elle était toute simple. C'était oui, mais à ce moment-là, qu'est-ce que vous pourriez faire? Et c'est le petit qui a dit si papa et maman ils lâchaient leur téléphone, ça serait beaucoup mieux. Donc voilà, c'est être présent à 1000% et ne peut pas être connecté sur ses réseaux sociaux ou ses téléphones pro ou que sais-je. C'est vraiment être là avec son enfant ou ses enfants pour pouvoir profiter pleinement de ce moment parce que c'est vraiment très très riche, que ce soit pour l'enfant, mais nous aussi en tant qu'adultes, quoi. Comme disait Caroline, on a des quotidiens super rythmés avec des besoins et puis des choses, des tâches. Mais cette petite boule d'oxygène, ça fait du bien à tout le monde. Il faut savoir aussi qu'à travers les jeux, les enfants vont consolider des apprentissages parce qu'on peut très bien découvrir des mathématiques, de la lecture ou autre, parce qu'il y a vraiment maintenant des jeux plus axés sur les apprentissages. Mais en jouant de manière concrète, ils vont consolider ces notions-là. Et à côté de ça, ils vont renforcer tout ce qui est l'estime de soi et la confiance en soi. Et en grandissant, comme disait Caroline, ça va vraiment les nourrir au niveau de leur réservoir affectif. Donc voilà, il faut juste prendre le temps, peut-être après commencer par un tout petit temps, et puis voyez comment ça fonctionne, et puis pourquoi pas augmenter l'amplitude par la suite. Et vous verrez que vous-même, après, par la suite, vous serez demandeur.
Tout à fait. Et alors, dernier point, effectivement, en tant qu'adulte, en tant que parent, eh ben, effectivement, il est nécessaire de définir le cadre. Tout enfant a besoin d'un cadre pour grandir, un cadre dans lequel il est en sécurité et c'est ce qui va lui permettre de justement pouvoir s'épanouir de manière pleinement, sans débordement. Alors, dans ce cadre, qu'est-ce qu'on met finalement? Eh bien, dans ce cadre, il est important d'établir des règles communes. C'est-à-dire voilà, des règles qui sont en vigueur dans la maison, dans la maisonnée, entre les membres de la famille et qui sont évolutives. Évolutives parce qu'effectivement, on ne va pas forcément garder les mêmes règles au fur et à mesure que l'enfant grandit. Évidemment, un enfant de 3 ans ne va pas avoir les mêmes règles qu'un enfant de 10 ou de 12 ans. Donc, il faut qu'effectivement, tout ça, ça puisse vivre. Je te laisse poursuivre. Oui, alors j'étais en train de répondre à une personne à côté, excuse-moi. Donc, Pardon, si tu veux que je continue, je continue. Non, oui, vas-y, je prendrai la suite. Très bien, donc des règles communes évolutives parce qu'on s'adapte effectivement à l'âge de l'enfant, on les fait évoluer. Et puis on pose des limites aussi. Les limites, elles sont nécessaires parce que évidemment l'enfant n'est pas mature, hein, son développement n'est pas terminé, donc bien évidemment qu'il n'est pas conscient des dangers. Alors, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, donc ça serait vraiment super de le refermer, s'il vous plaît. Allô? Alors, Élise, si vous pouviez fermer votre micro, ça serait vraiment super. Oui, merci. Ah. S'il vous plaît. Alors, je ne sais pas qui est en train de parler, mais ça serait vraiment super si vous pouviez couper votre micro, s'il vous plaît. Merci bien. Voilà. Merci beaucoup. Ça peut arriver. Voilà, donc effectivement, poser des limites, donc c'est essentiel pour avoir un cadre sécure pour l'enfant, c'est-à-dire que non, tout n'est pas possible, tout n'est pas permis, il y a des choses qui sont dangereuses, et donc c'est aux parents évidemment de poser ces limites-là et de les faire comprendre à l'enfant, de les expliquer, hein, mais en même temps de les faire respecter là aussi. Voilà. Alors, j'essaye de couper les micros, effectivement, mais je ne vois pas où les couper. Alors, Muet attends, à tous, ça y est, c'est bon. C'est bon? Oui, sauf que j'ai... Voilà, c'est tout bon. C'est bon, Caroline? Alors, toi, par contre, tu as ton micro coupé, Caro. Alors, tu peux pas... Alors, c'est les joies du direct pour une première conférence. Voilà. Tu ne peux pas réactiver. Demande. C'est bon, je l'ai réactivé. Ah, super, merci. Vous m'entendez? On nous fait des tests, c'est bien. Voilà, on nous sort de notre zone de confort. On va pouvoir se perfectionner à la technique. C'est un bon test. C'est ça. Donc voilà, Caroline vous a expliqué en fait voilà, le cadre et l'importance de le définir ensemble et qu'est-ce que ça peut apporter et l'importance aussi de le faire évoluer en fonction de la tranche d'âge de vos loulous. Effectivement. Et de respecter les besoins de chacun. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Effectivement, alors, les enfants ont évidemment des besoins auxquels, en tant que parents, on va essayer de répondre. Mais nous aussi, en tant que parents, on a des besoins. Et là aussi, il faut, et c'est exactement ce que disait Emmanuel juste avant, il faut qu'il y ait un équilibre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Il faut que les besoins du parent soient là aussi respectés. Et donc, le cadre, il doit intégrer tous ces paramètres-là. Effectivement. Hop. Alors tout ça, si on prend tout ce qu'on a vu, qu'on met ça dans une grande marmite, qu'on mélange bien et qu'on y met beaucoup d'amour et beaucoup de bonnes choses, et ben on arrive à ça. Et ça, c'est quoi? Et ben c'est, je pense, ce à quoi on tend en tant que parent. Hein. C'est vraiment ce qui nous anime. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois finalement mon rôle de parent, de maman.
c'est de pouvoir faire décoller mes enfants en autonomie, en confiance, en épanouissement, en motivation. Voilà, je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter. Ça prend du temps. Des fois, c'est des remises à zéro. Des fois, le moral peut être dans les chaussettes, mais c'est normal parce qu'on ne peut pas tout le temps décoller comme ça. Mais voilà, c'est super enrichissant et les enfants nous le rendent bien. Et ils s'en rendent compte, en fait. Et ils prennent de l'assurance et c'est impressionnant à la vitesse à laquelle ils peuvent aller derrière quand ils ont ces bases solides, justement, et cette confiance qui émanent de chez leurs parents, enfin de leurs référents, en fait. S'ils voient qu'on leur fait confiance tout en étant dans ce cadre, mais c'est impressionnant comme ils peuvent évoluer derrière, quoi. Et quel que soit l'âge. Tout à fait. Tout à fait. Hop. Donc, on arrive effectivement au terme de notre présentation. On a balayé un petit peu tout ce qu'on voulait voir avec vous ce soir, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la pédagogie positive, d'où ça vient et qu'est-ce que c'est que ces 3 piliers, tête, cœur, corps. Comment, en tant que parent, en tant qu'adulte, on peut accompagner nos enfants dans cette philosophie-là, avec cet objectif qui est de les faire décoller en autonomie, en confiance en eux, en épanouissement, etc. Et c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait au quotidien. On accompagne des enfants, on accompagne aussi des parents parfois. Moi, j'explique ça souvent. Quand les enfants viennent me voir, parfois ils savent pas très bien ce que je fais, et en plus psychopédagogue, c'est un peu compliqué et on ne sait pas forcément ce que c'est. Et du coup, moi, ce que je leur dis pour faire un peu simple, c'est de dire, bah voilà, moi en fait, je vais jouer un petit peu à la détective avec toi, et ensemble, on va partir à la découverte de comment tu fonctionnes, aussi bien dans ta tête que dans ton cœur, que dans ton corps. Et par rapport aux choses qui sont difficiles pour toi aujourd'hui, on va essayer de trouver des stratégies pour que demain ce soit plus facile. Voilà, moi c'est comme ça que je vois ce que je fais. Et voilà, et c'est par petits pas, bien évidemment, c'est des petites victoires, c'est parfois des petits blocages, des choses qui sont difficiles, mais en tout cas, c'est toujours cette volonté d'avancer ensemble avec l'enfant, avec le parent, pour pouvoir retrouver de la joie, retrouver le plaisir d'apprendre, le plaisir de communiquer avec les autres, le plaisir de découvrir des choses. Et puis le plaisir de grandir et de le faire le plus sereinement possible, en fait. Oui. Donc voilà, moi j'ai la même approche que Caroline. On fait un peu les explorateurs. On essaye de comprendre comment l'enfant, j'essaie vraiment de comprendre comment l'enfant fonctionne en partant vraiment de ses réussites et de ses compétences. Parce qu'en règle générale, on pointe du doigt, tu ne sais pas encore faire ci, tu as des difficultés là. Et à l'inverse, quand on lui dit, mais qu'est-ce que tu sais faire? Et là, l'enfant, il a une pause parce qu'en fait, il n'a pas été habitué à ce qu'il soit valorisé. Et donc là, en fait, on fonctionne différemment et en fait, ça va le booster justement dans l'envie d'avancer, l'envie de basculer et de sauter ces petites difficultés ou autres. Alors, si ce sont des difficultés ponctuelles, il n'y a aucun souci. Si on rentre dans des difficultés un peu plus longues, comme tout ce qui est les troubles des apprentissages ou les TDAH ou autres, il y a exactement des pistes et des solutions qui seront apportées à l'enfant, mais pas que, aux parents également. Donc, moi, je suis là en fait pour vraiment booster et développer le potentiel de l'enfant et aussi donner des clés, des outils et des pistes aux parents. Parce que c'est vraiment un travail, moi je trouve ça que c'est une triangulaire. Si on vient simplement je mets entre guillemets parce que voilà, déposer l'enfant et on repart, je vois pas l'intérêt, ni pour l'enfant, ni pour moi. C'est vraiment travailler ensemble. Pourquoi? Parce qu'entre 2 accompagnements, entre 2 séances, c'est vous qui serez nos yeux et nos oreilles. Donc on a besoin que vous vous investissiez pour justement nous faire un retour. Voilà, entre les 2 séances, il y a eu ça qui a super bien fonctionné, mais voilà, il y a eu ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place et tout. Donc, c'est vraiment un partenariat entre l'enfant, vous en tant que parent, et puis nous en tant que professionnels d'accompagnement. Voilà, on ne peut pas fonctionner toute seule dans notre coin. On a vraiment besoin de créer ce partenariat. Et pareil, si l'enfant est venu, on l'a tiré par le bras, j'exagère, mais il y a des enfants qui viennent nous voir, j'ai pas envie d'être là, et de toute façon, j'aurais envie de rien faire. S'il n'est pas motivé, non lui non plus de son côté, mais quelque part, on va pas s'engager.
parce que ça ne sera pas bénéfique ni pour lui ni pour vous. Donc voilà, c'est vraiment cette triangulaire, il faut vraiment en avoir conscience, c'est super important en fait. Tout à fait. Complètement. Et comme on est vraiment super contente d'avoir vu l'intérêt que vous avez manifesté pour cette conférence, parce que très honnêtement, on en attendait pas tant. Puis je vois vos petits messages, super. Voilà, c'était une grande première. Donc, génial. Merci pour tout. Merci à vous. Merci à vous. Franchement, jusqu'au bout. On est super content de vous avoir eu ce soir. Franchement, on n'en espérait pas tant, c'est clair. Et du coup, on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire pour vous dire merci, en fait. Et on s'est dit que pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, qui ont une problématique, etc., et qui souhaitent travailler avec l'une de nous deux, on allait vous faire bénéficier d'un tarif spécial pour cette conférence-là, en fait, qui sera disponible pour les 20 premières personnes à se manifester. Et donc, l'idée, c'est de vous offrir, en fait, de vous faire les 5 séances d'accompagnement au tarif de 45 €, qui est un tarif préférentiel. Et pour ça, en fait, on vous invite à nous contacter par email. Donc, on vous a mis les mails sur le slide et on va vous les mettre peut-être dans le chat pour que vous puissiez éventuellement les copier-coller sur votre mail si vous le souhaitez. En rementionnant le code que vous avez ici, le code CONF 2610-2020. Donc voilà, vous nous mettez un petit mail, vous nous mentionnez ce code promo-là et vous nous dites voilà, avec qui vous souhaitez, vous contactez l'une de nous deux en fonction de avec qui vous préférez travailler, en fonction de la zone géographique ou de vos envies. Et donc, on va se limiter à 20 personnes parce que voilà, on peut pas ouvrir à tout le monde. Voilà, donc moi, je viens de mettre mon adresse mail dans le chat. Caroline va faire de même. Et je vais faire de même. Voilà, que les accompagnements peuvent se faire soit en visio, soit en présentiel. Parce que voilà, avec le contexte actuel, ça va de plus en plus se faire sous forme de visio. Mais n'hésitez surtout pas pour prendre contact à vous dire on est trop loin. Non, ce n'est pas un frein selon ce... Après, voilà, c'est nous qui en jugerons avec vous. Mais si on est à même de pouvoir vous accompagner en visio, il n'y a aucun souci. Nous, on l'a déjà fait. Et on a déjà des très bons retours. Donc, voilà, il ne faut pas que ça soit un frein, le fait qu'on ne soit pas sur place. Voilà. J'ai pas mal de questions par rapport au replay. Alors, le replay, vous pourrez en bénéficier, c'est ce que disait Caroline, seulement si vous avez été présent sur la conférence actuellement. Avec l'engouement qu'il y a eu, on va proposer une autre date sur la même thématique. Donc, si vous avez des amis qui n'ont pas pu y participer, quelque part, voilà, vous pourrez leur dire, elles en referont une autre. On mettra une date sur nos pages respectives. Et voilà, le replay, vous l'aurez comme ça. Donc, si vous êtes intéressé, pareil, vous nous envoyez un petit mail avec vos coordonnées. Vous dites, voilà, je souhaiterais avoir le replay. Moi, je suis en train de l'enregistrer. Et puis, à ce moment-là, on vous donnera le lien pour y accéder. Oh là là, et moi, je farfouille, comme vous le voyez. J'arrive pas à accéder au chat parce que je vous partage mon écran. Alors, attends, je vais te mettre le tien. Donc, du coup, voilà, je ne peux pas vous mettre mon adresse mail. Mais l'idée, voilà, c'est qu'effectivement, vous aurez le replay pendant 48 heures, mais comme disait Emmanuel, on va reproposer une autre conférence sur ce thème, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de gens qui malheureusement n'ont pas pu participer parce qu'on était limité à ce nombre de 100 personnes. et voilà, donc on fera ça très prochainement pour que d'autres gens puissent bénéficier de tout ça aussi. Donc, Caroline, si je peux te laisser vérifier ton adresse mail, si c'est bien ça. Mais je ne vois pas le chat. Va sur ta barre du bas. Voilà. Alors, donc, arrêtez le partage d'une petite seconde, le temps de pouvoir accéder à la barre du bas. Voilà, ça y est. Et je vais vérifier mon adresse mail que je ne vois pas. Alors, il y a déjà Sarah qui a envoyé un mail pour avoir le replay. Donc, je vous l'enverrai quand il sera fait. Donc, très bien. C'est bon pour l'adresse mail, effectivement. C'est la bonne adresse. Super. Hop. Donc, effectivement, où suis-je? Je suis là. Effectivement, on vous laisse ce code promo, il est valable effectivement pendant toute la fin de la conférence. On va passer, si vous le voulez bien, à un petit temps de questions-réponses parce que peut-être que vous avez des questions à nous poser ou des choses que vous souhaiteriez qu'on précise. Voilà, il ne faut pas hésiter. On n'a pas mentionné, mais dont vous souhaiteriez parler. Donc, l'idée, c'est que vous ayez jusqu'à la fin de la conférence pour nous envoyer ce mail, pour vous manifester par mail avec le code promo
pour pouvoir bénéficier de ce tarif préférentiel pour les 5 séances d'accompagnement. Voilà. Hop, Et si vous avez simplement des questions voilà, toutes simples, bah, mettez-les dans le chat. J'en ai vu quelques-unes, mais voilà, tout à l'heure, entre le fait de participer moi-même à la conférence, j'ai vu défiler des questions par rapport aux réflexes, par rapport à la gestion des émotions. N'hésitez pas à les refaire et paraître, et puis on prendra le temps pour le coup d'y répondre. Parce que c'est vrai que c'est compliqué de couper court à chaque fois au niveau des slides. Et voilà, on préférait faire dans la continuité au niveau de la conférence et puis prendre vraiment un temps à partie pour pouvoir répondre à vos questions. Tout à fait. Donc là, pour le coup, si vous avez des questions à poser, je vous invite à rouvrir votre micro et à le faire à l'oral pour qu'on puisse vraiment échanger ensemble de vive voix. Ce sera plus convivial si vous en êtes d'accord. Alors, j'avais entendu lors d'une conférence aujourd'hui, quand nos enfants qui expriment son émotion, pleurent, tapent ou autre, on dit que l'enfant est en mouvement et il a besoin d'extérioriser. En vous écoutant, vous conseillez plutôt de le contenir. Alors, non, faut vraiment que ça explose. Mais il y a certains enfants qui ont besoin d'être contenus, mais on ne va pas l'empêcher de se mouvoir. C'est plus un rappel au niveau du fœtus, le fait d'être dans le ventre de la maman et tout. On va l'entourer en le verbalisant, enfin, en l'accompagnant, en faisant des petits bercements comme vous faisiez avec un nourrisson. Je n'ai pas dit on va le tenir, on l'empêche de parler et puis il ne bougera plus tout. Hein. Non. Ce que vous avez entendu, c'est bien qu'il puisse faire sortir son émotion de ce côté-là. D'accord? Mais il y a des enfants qui pleurent et puis qui ne vont pas forcément être dans le mouvement. Et là, pour le coup, c'est à vous de l'emmener dans le mouvement. Et le fait de faire des bercements, ça, c'est un mouvement, on dit passif. C'est vous qui l'accompagnez à le faire et c'est ce qui va l'amener à se calmer. Vous voyez? Donc, s'il y a des enfants qui n'arrivent pas à exprimer par leur corps les émotions, vous pouvez le faire en faisant des bercements. Et que ce soit des mouvements passifs, ça va permettre justement à lui de s'apaiser. J'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, elles sont en train de défiler. Caro, si tu envoies, n'hésite pas aussi à… Alors, attends. Moi, faut que à ce moment-là, je pars du partage. Oui, voilà. Quitte le partage. Sinon, je ne vois pas, voilà, je ne vois pas le chat. OK. Est-ce que les fondements de la pédagogie active que vous avez très bien compris peuvent me servir dans ma relation avec mes étudiants? Oui. Je pense que tout ce qu'on a vu aujourd'hui, nous, on a effectivement orienté notre conférence sur l'apprentissage pour les enfants et sur le rapport parent-enfant. Mais très clairement, tout ce qu'on vous a évoqué là, c'est adapté à n'importe quel âge, en fait. Et donc, effectivement, avec des étudiants, alors ça ne va pas être tout à fait de la même manière. Évidemment, on va adapter à l'âge de chacun, mais ceci dit, ça reste vrai. La manière de faire exister le monde dans sa tête, ce qu'on a vu tout à l'heure avec le fait qu'on soit plutôt visuel, plutôt auditif, etc. C'est vrai pour tout le monde. Le fait de prendre conscience du coup de ces préférences-là, ça va permettre derrière d'orienter la manière d'apprendre. Voilà, ça c'est ce qu'on fait. Après, tout ce qui est mémorisation, concentration, attention, c'est pareil. Ça va être des choses qui vont être valables aussi quand on est adulte. Toute la partie gestion des émotions, c'est la même chose. Tout à l'heure, Manu donnait l'exemple de l'enfant qui se dispute avec son copain pendant la récré et qui, du coup, arrive, on lui demande de faire un exercice de maths et clairement, il n'est pas disponible pour pouvoir le faire. Je peux vous donner le même exemple avec un adulte qui a dû batailler avec son enfant pour arriver à l'heure à l'école parce qu'il ne voulait pas s'habiller, derrière qui s'est tapé les embouteillages pour arriver à l'heure à sa réunion, qui du coup arrive dans son bureau complètement comme ça parce qu'il sait qu'il va être en retard et qu'il est attendu par le PDG pour présenter son budget pour l'année. Bah, clairement, c'est la même chose en fait. C'est-à-dire qu'il a tellement vécu de choses impactantes ce matin-là que quand il arrive devant le PDG, bah, il n'est pas non plus dans des bonnes conditions. Donc, en fait, tout ce qu'on a vu là, c'est complètement adaptable à n'importe quel âge, en fait. Quel que soit le contexte, finalement. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Manu. On est simplement des grands enfants, voilà. Sauf qu'on réfléchit plus avec notre tête qu'avec notre cœur et notre corps. Donc, voilà, il ne faut surtout pas l'oublier, ça. Juste une petite chose, je vois beaucoup de merci beaucoup, c'était chouette, super intéressant. Ça nous touche beaucoup, tous ces petits messages. Si vous souhaitez mettre une petite recommandation sur nos pages Facebook respectives, ça serait vraiment super. Ces petites éloges, ça nous fait chaud au cœur. Et si on pouvait les partager sur nos pages, ça serait vraiment chouette. Donc, pareil, moi, c'est ma page, c'est Manu Tessori. Et puis, Caroline, c'est Caroline Leroux, psychopédagogue.
Donc voilà, n'hésitez pas à nous mettre un petit mot. On sera super ravis aussi d'avoir une trace écrite de cette soirée. Merci à vous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres petites questions? Alors oui, je vois une question de Louise qui nous dit qu'elle est étudiante en orthophonie et qu'elle a vu un adulte qui avait certains réflexes archaïques actifs en fait. Et donc elle demande s'il y a des méthodes pour effectivement lui faire intégrer ces réflexes pour lui permettre de se nourrir plus aisément, parce que c'était des choses qui étaient sur ce domaine-là de la déglutition. Alors, il faut savoir que les réflexes archaïques, ils sont préconisés par des praticiennes ou des praticiens comme moi, en fait. On a eu vraiment une formation de base solide et je vous invite vraiment à vous renseigner dans votre région si vous avez des praticiens ou des personnes qui accompagnent justement au niveau de la réintégration de ces réflexes. Parce que voilà, c'est vraiment ciblé en fonction des besoins de l'enfant et de la mise en projet. Et on ne peut pas s'improviser magicien des réflexes comme ça. Donc, si vraiment vous cherchez une personne qui vous accompagne sur cette optique-là, renseignez-vous auprès des orthophonistes ou des psychomotriciens ou même sur Facebook, vous trouverez, il y a des réseaux, ou contactez-moi. Moi, je fais partie d'un réseau de praticiens en réflexe et à ce moment-là, selon votre région, je pourrais demander savoir s'il y a des collègues qui sont pas loin de chez vous et à ce moment-là, je pourrais vous orienter vers eux. Mais voilà, ça ne s'improvise pas. C'est vraiment des mouvements qu'on va préconiser chez l'enfant ou l'adulte en fonction de ses besoins du moment pour voir ce qu'il va réintégrer. Et on a besoin de faire un bilan, un check-up un petit peu et de connaître le parcours de votre enfant ou même de vous-même pour savoir vers quelle optique et vers quel objectif il faut vraiment s'orienter et qu'est-ce qu'on va préconiser pour ça. Voilà. Tout à fait. Alors, je vois une question d'Océane qui explique que son fils est encore tout petit et qu'il ne sait pas encore s'exprimer avec des mots. Et donc, Océane, alors pour essayer de discuter avec lui de ses émotions, il existe des cartes en fait qui permettent de lui montrer finalement par du dessin quelles sont les différentes émotions. Et en parlant avec lui, ça peut l'aider à justement apprendre le vocabulaire qui est lié à ça. Ça peut être aussi par le biais de livres. Je sais qu'il existe toute une collection Gaston la licorne. Voilà, oui. Alors on est à fond dans la période licorne, donc c'est plutôt chouette. Et il existe, alors Gaston, il passe par toutes les émotions possibles en fonction des livres. Et donc toutes ces choses-là, il existe beaucoup de choses pour les tout petits qui vous permettent de pouvoir aborder ça avec lui. Même Petit ours brun, il y a des choses aussi. Petit ours brun est en colère, ça existe aussi. Et donc, en passant par ça, ça peut aider à montrer à l'enfant de quelle émotion il s'agit, comment ça se voit sur le visage. La colère a des expressions de visage bien précises, la peur aussi, la surprise, le dégoût, etc. Et donc, en fait, avec un enfant très jeune, en utilisant des livres, des cartes illustrées, des choses comme ça, ça peut permettre de discuter justement avec lui sur ses émotions et de, vous en tant qu'adulte, mettre les mots dessus pour que lui, du coup, il les intègre au fur et à mesure et puis qu'après, quand il sera suffisamment grand pour le faire, il puisse aussi utiliser ce que vous lui aurez inculqué. Moi, ce que j'avais fait avec ma puce quand elle avait 2-3 ans, c'est à partir du livre des couleurs, de la couleur des émotions, j'avais acheté des gants de toilette de couleurs, pour le coup, qui renvoyaient à chacune des émotions. Et je les avais personnalisées avec de la feutrine, des yeux collants qui berzouillent un petit peu. Et j'en avais fait des marionnettes. Et en fait, elle mettait sa main dans le gant. Et quand elle était contente, elle prenait le gant jaune pour montrer « T'as vu, maman, je suis contente », comme dans le livre, parce qu'on a fait ça, ça et ça. Ou quand elle était en colère, pour le coup, elle savait que c'était le gant rouge, parce qu'il avait les yeux qui fronçaient, la bouche qui était vraiment pas contente. Et ça renvoyait au personnage du livre. Et là, pour le coup, là, je suis pas contente parce que tu m'as dit ça ou parce que j'ai pas eu ça. Donc voilà, elle met en scène, en fait, ses propres émotions. Et le fait de passer par une marionnette, parfois, ça peut être plus simple. Même chez les plus grands, ça peut être très compliqué directement de dire j'ai ça. Et pour le coup, passer par des petites marionnettes ou des petites figurines, ils transfèrent les émotions via ces figurines.
Et pour le coup, c'est plus simple pour certains aussi. C'est à vous de voir comment réagissent les enfants. Ça peut être aussi des petites bouteilles sensorielles où vous les construisez en fonction des couleurs, donc plein d'objets rouges, plein d'objets jaunes ou plein d'objets bleus, etc. Et pour le coup, eh ben, vous associez un sentiment, une émotion à une couleur de bouteille. Et l'enfant, s'il a vraiment besoin, par exemple, d'extérioriser sa couleur, il prend la bouteille rouge et puis il va la secouer. Si besoin, il va les vider, il va les remettre dedans. Et le fait d'être dans l'action, ça va lui permettre de baisser en pression, parce qu'il faut savoir que le cerveau ne peut pas faire deux choses à la fois. Il ne peut pas exprimer ses émotions et lui demander de faire une activité manuelle. Donc, la pression va diminuer aussi de ce côté-là. Vous voyez? Donc, à vous de voir par quel biais, par quel chemin votre petit loulou sera plus réceptif à tout ça. Voilà. Donc, j'espère qu'on a pu vous répondre à votre question. Alors, je vois une question. Est-ce que vous pouvez super, nous conseiller des livres? Voilà, je testerai. Merci Océane, vous me direz. Alors, Shafika nous demande si on peut lui conseiller des livres. Alors oui, beaucoup. Après, la question, c'est sur quel sujet vous souhaiteriez pouvoir vous documenter en fait, parce que des livres, il en existe vraiment beaucoup. On vous en a présenté un qui est celui d'Isabelle Payot et d'Audrey Hakoun sur la pédagogie positive, qui est passionnant pour le coup. Il en existe d'autres. Après, effectivement, tout dépend de ce que vous voulez apprendre de plus. Pour les réflexes archaïques et leur intégration. Alors, est-ce que tu connais des livres sur ce sujet-là? Là, si vous tapez réflexe archaïque, il y en a quelques-uns. Oui, alors là, de mémoire, je ne les ai pas en tête, mais je pourrais éventuellement retrouver à ce moment-là. Envoyez-moi un mail et je vous enverrai des références. Enfin, une en tout cas. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de livres sur les réflexes à proprement parler. C'est vraiment via des formations et via après des praticiens comme moi. Où, voilà. Ça commence à prendre de l'ampleur, mais c'est pas encore vraiment, comment dire, bien instauré dans les mœurs qu'on peut facilement voir un praticien comme on va voir le médecin. Voilà, c'est vraiment de bouche à oreille. On en prend vraiment de plus en plus conscience. Donc, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages qui ont été publiés de ce côté-là. Donc, voilà. D'autres choses? Ou c'est tout bon? Ben, j'espère que vous avez appris et que ça a consolidé vos connaissances ou voilà, que vous avez des pistes, que vous repartez avec des outils concrets à mettre en place avec vos loulous et puis que voilà, que ça va faire évoluer votre vision par rapport à l'accompagnement avec vos enfants, par rapport au bien-être, aux émotions, la gestion du corps, à l'importance de savoir comment il peut fonctionner dans la tête. Enfin voilà, plein de petites choses. C'est vrai qu'on pourrait en parler encore longtemps parce qu'on a plein d'outils encore dans nos sacs, dans nos besaces, comme on dit. Mais voilà, on voulait balayer d'un aspect assez global. Voilà, qu'est-ce que c'était ces 3 piliers et quelle était leur importance en fait. Exactement, oui. Super conférence, merci à vous deux. Merci Océane. Merci Océane. Voilà, je me répète, mais si vous pouviez laisser un tout petit mot sur nos pages Facebook, ça serait vraiment super. Et on vous dirait un grand merci aussi de notre côté. Oui, bonne soirée. Merci. Merci. Voilà, on ne vous voit pas tous, mais voilà, nous aussi, on était super contentes de partager tout ça avec vous. Oui, tout à fait. C'est toujours, c'est des choses qui nous tiennent vraiment à cœur et qu'on vit au quotidien avec nos loulous pour le coup. Et voilà, et ça fonctionne vraiment. Enfin, voilà, moi je le vois tous les jours avec mes enfants. Et le fait de pouvoir en faire bénéficier d'autres parents, de donner des pistes, de permettre de sortir de situations qui sont parfois un peu douloureuses ou compliquées, bah voilà, c'est tout bon en fait. Et c'était vraiment l'objet de cette conférence, c'était de vous dire, bah voilà, il y a des choses auxquelles on ne pense pas, qui sont pourtant pas forcément compliquées, mais qui peuvent vraiment changer des petites choses dans le quotidien. Donc, si on a pu vous donner ça, des petites pistes, des petites graines de choses, bah c'est top et on a réussi. Voilà. Après, il faut savoir que lorsqu'on accompagne les enfants comme ça, des tout petits, ils prennent beaucoup d'assurance et donc ils vont forcément verbaliser plus facilement leurs ressentis. Donc, il faut être prêt en tant que parent à entendre des choses
quand même. T'as que 7 ans, t'as que 8 ans, tu dis déjà ça, pardon. Ah mais oui, en fait, depuis tout petit, on t'amène à exprimer tes émotions, ton ressenti, tes besoins et c'est normal. Donc voilà, ils avancent très très vite. Donc à nous aussi d'avancer, voilà, et d'avancer à leur rythme. Tout à fait. C'est ça. Et on grandit finalement. C'est ça, ce que j'allais dire, on grandit avec eux, exactement. Ouais, des formations pour les pros dans les crèches, oui. Là, j'ai changé de région, mais quand j'étais sur la région parisienne, j'ai accompagné des crèches justement dans tout ce qui est l'accompagnement de la mise en place de l'approche Montessori, mais ça pouvait être aussi sur tout ce qui était l'accompagnement des émotions aussi. Donc, et j'ancrais vraiment dans leur projet pédagogique. Je n'arrivais pas avec mes outils et voilà ce que je fais et voilà ce que vous devez faire. Non, je m'inscrivais en fait dans leur propre cheminement, leurs propres réflexions et leurs envies. Donc, le projet, on le menait ensemble, on le construisait ensemble en amont et ensuite, j'intervenais auprès de l'équipe pédagogique et des encadrants. Voilà. Et on peut très bien intervenir au sein des crèches aussi pour faire des petites conférences pour justement expliquer tout ça aux parents parce qu'il y a plein de choses. Quand on est parent, on n'a pas de mode d'emploi, surtout pour le premier, et qu'on est un peu livré à nous-mêmes. Moi, j'aurais bien aimé avoir toutes ces trousses d'outils pour ma première louloute. Donc, les premiers, en général, ils essuient les plâtres pour les deuxièmes et les troisièmes et ainsi de suite. Donc, oui, on peut faire des accompagnements au sein des structures. On s'adapte, ça peut être vis-à-vis des professionnels de la petite enfance, soit des assistantes maternelles, soit tout ce qui est justement les parents. Et ça peut être des conférences via des associations de communes, de villes ou autres en fait. Voilà. Oui, tout à fait. On n'est pas simplement cantonné à l'accompagnement de cette triangulaire dont je vous parlais en fait. On a une ouverture sur un public beaucoup plus large derrière selon les besoins et les projets de chacun. Tout à fait. De rien. Merci Alicia. Et après, voilà, même si on n'est pas dans la même région, soit on peut faire des formations en visio, c'est ce que je ferai moi, pour des crèches, soit on peut se déplacer. Ça dépend où vous êtes exactement. Bon, à l'autre bout de la France, ça peut être un peu compliqué, mais voilà, si il y a possibilité de se déplacer en train ou c'est assez rapide en voiture, voilà, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Et puis, si c'est vraiment ce que vous souhaitez faire, on peut éventuellement trouver des solutions. Voilà. Moi, je suis en train de créer des modules de formation en visio, puisque voilà, comme vous le savez, la situation actuelle oriente tout ce petit monde vers cette optique-là. Et voilà, oui. On s'adapte et on s'adapte aux demandes également. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, il y a encore 27 personnes. Merci à ces 27 personnes encore d'être là. Merci d'être encore avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Et puis, si on voit qu'il n'y a plus de questions, à ce moment-là, on vous dira encore un grand merci et puis au plaisir de se revoir. Voilà, donc on refera une conférence parce qu'il y avait plus de 500 personnes qui voulaient y assister. On a été prise de court et voilà. Donc, on refera la même. Sur nos pages, vous aurez les informations par le biais de Facebook, LinkedIn ou Insta. Voilà, on refera un petit peu la même chose. J'ai raté la fin des questions. Quel livre me conseillez-vous sur la APP? Ah, d'accord. Là, c'est vraiment tout ce qui est l'épanouissement personnel, le développement personnel. C'est le travail essentiellement sur les émotions. Je pense que tu es d'accord avec moi, Caro? Tout à fait, oui. Tout à fait. Alors, soit des livres bien pédagogiques pour vous en tant qu'adulte, mais voilà, dès tout petit, vous pouvez passer par des albums pour les petits, par tout ce qui est… Je parlais de marionnettes en lien avec le livre La couleur des émotions, donc c'est-à-dire associer un personnage à un gant de toilette où vous allez le personnaliser ou des bouteilles sensorielles pour qu'elle puisse à son tour exprimer les émotions. Il faut savoir que chez les tout petits, on passe que par 4 émotions, parce qu'il y en a plein, mais on passe par les essentiels, c'est-à-dire la joie, la peur, la colère et puis la tristesse. Voilà, déjà ces 4-là chez les tout petits, c'est déjà très très bien.
Après, déjà beaucoup. Voilà, vous pouvez en rajouter une ou deux, mais il ne faut surtout pas donner toutes les émotions d'un coup. Sinon, les petits, ils ne donneront pas de sens et vous allez les perdre plus qu'autre chose. Donc, voilà, axez-vous directement sur ces quatre premières émotions. Et puis, quand vous sentez que ces émotions ont bien été intégrées, vous en rajoutez une, puis deux. C'est vraiment de manière progressive, en fait. Oui, tout à fait. Par petits pas. C'est ça, la théorie des petits pas. Parce que la roue des émotions, si on vous la montrait, vous verrez qu'il y a plein de vocabulaire qui les exprime. Mais chez les enfants, et notamment les tout petits, il faut vraiment partir de la base, du concret. Plus simple. Voilà, exactement. Du plus simple, toujours. Ouais. Et c'est déjà beaucoup. Si on inculque ça à nos enfants vraiment dès le plus jeune âge, et 19 mois, c'est tout petit. Et c'est super parce qu'effectivement, c'est tellement important de savoir identifier les émotions qu'on ressent et les accueillir. C'est ce qu'on a vu tout au long de la présentation. Que plus on leur apprend ça petit, et quelque part, quel temps de gagner par la suite, quelle énergie économiser aussi, parce que ce sont vraiment des choses. Oui. Ce sont des choses qui sont vraiment essentielles et plus tôt on l'apprend et quelque part plus vite ça devient naturel et plus c'est facile après. Oui, ça n'empêche pas d'être en colère, ça n'empêche pas tout ça, mais en tout cas, ça permet à l'enfant de pouvoir mettre un mot dessus, le verbaliser, expliquer ce qu'il ressent. Et quand déjà on est arrivé à ce stade-là, c'est chouette. Ouais. Et en crèche des tout petits, oui, si à chaque fois, si vous associez le mot peur ou le mot joie à des mimiques qu'il va faire, l'enfant va intégrer votre mot à ses mimiques. Donc, quand il voudra exprimer la tristesse, la peur ou la joie, il refera ces mimiques-là et vous serez plus à même de les traduire. Donc, oui, dès tout petit, il faut amener à exprimer ses émotions. Donc, c'est vous qui allez transmettre ce qu'il ressent en verbalisant ses actions. Ah, je vois que tu es en train de froncer les yeux, tu as quelque chose, tu n'as pas l'air content, ou tu as un grand sourire jusqu'aux oreilles, mon loulou. Là, tu es content. Donc, le fait d'associer un mouvement de son corps à un mot que vous allez verbaliser, ben lui, il va les intégrer de son côté aussi. Tout à fait. Tout à fait. Alicia, c'est une super idée. Et alors moi, je le fais avec mes enfants le matin. Et pour les petits, ce qui est rigolo aussi de faire, moi je fais ça parfois, c'est aussi de parler de météo du jour en fait, en prenant la métaphore du temps qu'il fait. Et moi, je fais ça avec mes enfants le matin. Je dis alors les enfants, commencez en vous là tout de suite. Et alors je commence par moi parce que je pense que c'est bien, ça donne un peu le ton. Et puis, ça leur montre un peu comment faire quand ils sont petits, qu'ils n'ont pas l'habitude. Et en disant, voilà, moi aujourd'hui, je me sens joyeuse, je me sens bien, et c'est le grand soleil en moi. Ou à l'inverse, oh là là, aujourd'hui, je me sens un peu fatiguée, je serais bien restée dans mon lit ce matin. Voilà, il y a un soleil, mais vraiment, il y a des nuages, c'est un peu voilé. Ou à l'inverse, quand il s'est passé quelque chose qui a été agaçant et que je me sens en colère, ah oui, alors là, vraiment, c'est l'orage. Hein. C'est vraiment les éclairs, le tonnerre. Là, c'est vraiment l'orage dans mon cœur. Et vous voyez, moi, j'ai 2 enfants. J'ai un préado et une petite puce qui a 5 ans et demi. Et alors, ma puce sait nommer les émotions. Hein, elle est à bonne école. Mais ceci dit, elle aime bien cette idée de météo, finalement. Et il y a des fois, elle me dit, oh là là, tu sais, maman, c'est l'orage. Hein, mais vraiment, hein, tu verrais les éclairs et les tonnerres dans mon cœur. Là, c'est beaucoup. Et voilà, et c'est vrai que parfois, c'est aussi quelque chose qui fonctionne bien avec les petits choux. Ça peut fonctionner pas mal. Ouais. Faut surtout pas hésiter à le faire en crèche sur la météo du jour. Parce que les enfants, même s'ils n'ont pas l'habitude de le faire à la maison, ils auront l'habitude de le faire avec vous et ils le feront après à la maison. Chez les plus grands, par exemple, qui rentrent en maternelle, là, ils sont en âge de verbaliser les choses. Et s'ils rentrent chez eux en disant dans mon cœur, j'ai que des orages ou des éclairs, les parents disent mais qu'est-ce que tu me racontes? Ça va l'interpeller et il va aller voir la responsable du groupe. Oui, effectivement, nous, on prend le temps de verbaliser les émotions avec des images. Et là, c'est vous qui allez le faire indirectement, le lien, parce que vous avez donné l'habitude à petit loulou de le faire. Et c'est lui qui va le transmettre à la maison parce qu'il aura pris l'habitude de le faire. Donc, non, faut pas vous mettre des freins. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. Au contraire, c'est des freins comme ça, il faut pas s'en mettre.
C'est ça. Et puis Océane, effectivement, bah vous, c'est chouette. Alors, s'il aime la pluie, la neige et le soleil, bah alors ça, c'est chouette. Alors, par contre, c'est plus compliqué en termes de météo parce que s'il vous dit qu'il pleut, mais qu'en fait, pour lui, c'est super, bon, bah voilà. Et par contre, il faut que ce soit les mêmes repères pour tout le monde dans la famille. Donc, voilà, c'est ce qu'on disait, construire les règles ensemble. Pour le coup, là, c'est construire le repère et la signalétique des émotions ensemble. Et vous verrez que ça a un impact phénoménal. Surtout quand les enfants adhèrent à 1000%, ben, ça fait boule de neige entre eux. Et même entre eux, ils en parleront, les grands. Hein. Enfin, quand je dis grands, c'est les enfants qui vont sur leurs 3 ans. Mais ils y arrivent. Ils y arrivent. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc, si on arrive à véhiculer et transmettre tout ça dès tout petit, c'est super. Carrément. Tout à fait. Voilà, voilà. Donc, on va attendre un tout petit peu s'il y a encore 2-3 questions. Sinon, ben, on vous souhaitera une bonne fin de soirée. Bonne encore soirée. un grand merci. Et puis, au plaisir de vous retrouver pour un avoir. nouveau Voilà. thème. Et pourquoi pas, voilà, n'hésitez pas à nous recontacter. Maintenant, vous avez nos adresses. Et puis, voilà. On fera un plaisir de vous répondre. Tout à fait. Ce sera un grand plaisir, en effet. Voilà. Bah, il est 22h20 bientôt. Ça fait bientôt 2 heures que nous sommes ensemble. Pour notre part, le temps est passé vite. Tout à fait, oui, complètement. On espère que pour vous aussi. Et que que vous avez eu des pistes et que ça vous permettra de vouloir en creuser un peu plus. Oui, tout à fait. Bon. En tout cas, on vous souhaite une très belle fin de soirée, plein de jolis moments avec vos loulous, des découvertes, du partage, plein de choses très chouettes parce que être parent, c'est surtout ça en fait. Même quand il y a des moments un peu plus compliqués, c'est vraiment ça. Donc, on vous le souhaite, ce chemin tellement riche et tellement épanouissant. Voilà. Bah, écoutez, bonne fin de soirée. Merci Chloé. Merci tout le monde, vraiment. Et on vous retrouve bientôt peut-être pour une autre conférence. À bientôt. Voilà. Merci. À bientôt. À bientôt.